Bonsoir, carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi 8 juin 2021. Madame, messieurs, merci à nouveau d'être des nôtres pour regarder le débat politique sur STV. On va essayer de déblayer autour de trois sujets d'actualité avec nos quatre invités déjà présents dans le studio. Hilaire Zipan sera là d'un moment à l'autre. On parlera évidemment de la crise anglophone avec cette récente sortie du sous-secrétaire d'État américain aux affaires, sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, qui, dans une sortie donc, a annoncé que son pays va désormais prendre des sanctions ciblées à l'encontre des auteurs ou acteurs de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On va essayer de voir les implications, qui c'est peut-être les personnalités concernées par cette décision-là. On parlera également de l'insécurité urbaine avec ces phénomènes, d'aucuns les appellent le retour ou encore les microbes. Il s'agit de ces jeunes qui sèment la pagaille dans plusieurs quartiers, souvent des quartiers populeux de la ville de Douala. On l'a vécu ces derniers jours encore, où la gendarmerie nationale a effectué des descentes sur ces sites-là pour interpeller certains d'entre eux. Code électoral, à quoi s'attend le pouvoir? On s'en souvient. Une coalition de partis politiques de l'opposition se sont mis ensemble depuis quelques semaines à Yaoundé pour essayer d'élaborer un code électoral en vue des prochaines élections, qu'elles soient locales ou nationales. Le document sera remis, disent-ils, aux autorités compétentes pour exploitation. On verra exactement de quoi il en ressort. Déjà, dans ce studio, Patrick Rifoué, bonsoir. Bonsoir Dupita, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. J'ai besoin de rappeler que vous êtes du RDPC. Merci d'être là. Maurice Somo, bonsoir. Bonsoir, mon cher Dupita. Enseignant encadreur, psychosociologue, merci également d'être des nôtres. Philippe Nanga, bonsoir. Bonsoir et salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Salut aussi à tous les groupes panélistes qui sont là avec nous. Un monde à venir, c'est une organisation non gouvernementale, évidemment, appartenant à la société civile. Il va s'installer d'un moment à l'autre. Il est déjà dans ce studio, Hilaire Zipan. Avant qu'on nous dise bonsoir à Hilaire, on va peut-être prendre la transition et rentrer véritablement dans le débat pour la première question de ce soir. Je commence peut-être par vous, Patrick Rifoué. Parlant évidemment des États-Unis qui désignent, du moins c'est ainsi qu'on a intitulé ce thème-là, crise anglophone, les États-Unis désignent les coupables, je le rappelle. Une décision du gouvernement américain, mais sous la sellette certaines personnalités qui seraient acteurs ou impliqués dans la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Êtes-vous surpris par cette sortie du gouvernement américain qui annonce une restriction de visa pour ces personnalités et leurs proches? Bon, écoutez, je pense que ceux qui suivent l'actualité internationale ont noté qu'aux États-Unis, il y a eu un changement de gouvernement avec l'avènement des démocrates au pouvoir. Donc, il était probable qu'il y ait une inflexion de leur politique étrangère et éventuellement de leur position relativement à la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Maintenant, nous avons lu le communiqué. Ce que nous notons, c'est que les Américains nous redemandent d'organiser un énième dialogue sans aucun préalable. Lorsque on parle, et moi je me suis particulièrement arrêté sur cet élément-là, lorsque vous dites qu'il faut organiser un dialogue sans préalable, ça signifie que c'est un dialogue potentiellement au sein duquel on peut aussi parler de la sécession. Donc, je crois que les Américains ont manqué de sérieux et de sincérité sur ce coup-là parce que les Américains devraient accompagner les efforts qui sont ceux du gouvernement camerounais dans sa volonté qui a été une volonté
constante et manifeste de régler cette crise-là. Il faut rappeler que s'il n'y a pas eu partition de fait aujourd'hui, c'est grâce à l'action vigoureuse du gouvernement. Il faut rappeler que le chef de l'État a à plusieurs reprises rappelé que sa main était tendue et que nous attendons toujours que le camp d'en face, celui des sécessionnistes, se saisisse de cette main-là. Il faut enfin rappeler que ceux qui organisent les meurtres, les assassinats, les amputations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest vivent pour une bonne part sur le territoire américain. Or, lorsque vous annoncez des restrictions de visa, je suppose que les restrictions de visa ne touchent pas les personnes qui vivent sur le sol américain parce que ces personnes-là, vous n'allez pas les empêcher de voyager quand elles veulent voyager. Donc, la situation actuelle, la décision qui a été prise par les Américains est une décision insuffisante et qui ne permet pas de faire avancer la résolution de cette crise. Ce que les Américains doivent faire, c'est soit extrader les personnes qui, à partir du territoire américain, jettent de l'huile sur le feu, soit engager sur leur sol des poursuites contre ces gens qui se livrent à des activités qui sont des activités terroristes. Merci, Patrice. Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de cette chaîne. Je m'excuse du retard, c'est indépendamment de ma volonté. Vous êtes le coordonnateur national du mouvement progressiste. Oui. Quelle lecture vous faites de cette sortie du gouvernement américain? Vous partagez l'avis de Patrick Riffoy qui estime qu'ils en font un peu trop, ces Américains. Ils en veulent un peu au gouvernement du Cameroun, alors que le gouvernement fait tout pour ramener la sérénité, la sécurité et la paix dans les régions concernées, le nord-ouest et le sud-ouest. Un sujet aussi large et délicat ne saurait être dans la prise de parole, prendre tout le contour de cette question qui me semble tout à fait très délicate. La crise anglophone a des antécédents historiques qui n'ont pas été soldés de la belle manière. Ça, c'est d'abord le premier point, mon sujet. Parce que vous êtes sans ignorer que la partie francophone a eu l'indépendance avant que nous avons négocié avec nos frères qui étaient dans la partie anglophone, pour que les gens comprennent très bien. Et je pense que ce n'était pas à l'avantage de l'État que nous aurons souhaité. Parce que la revendication, à l'époque de l'UPC, était la réunification avant l'indépendance. Et elle me semblait beaucoup plus logique, plus cohérente. On a fait par bout. Et donc, il y a cette responsabilité de la communauté internationale qui est tout à fait engagée. Je ne sais pas si on va dire la Société des Nations, la communauté internationale, mais je laisse les historiens déterminer. Le deuxième élément qui me semble tout à fait, c'est la manière où le gouvernement a géré subséquemment nos frères de la partie anglaise, du moins de l'expression anglaise. Elle ne semble pas de nature à les ramener dans la sérénité d'un État dans lequel ils se trouvaient être des gens complètement entiers. On a vu la marche forcée pour arriver à cet État unitaire. Donc, ils estiment qu'ils n'ont pas été associés à la dimension. Vous êtes sans ignorer en 1984 la manière où on a déterminé l'État unitaire. Et la décentralisation, qui elle-même a du mal à avoir un contenu suffisamment cohérent selon qu'on est dans la zone francophone ou selon qu'on est dans la zone anglophone. Cette manière de faire cette décentralisation-là me semble un peu à géométrie variable. On ne peut pas, parce que vous parlez anglais, vous donner un statut particulier et pendant que l'autre parle français, l'accommoder plus ou moins à un État qui ne semble pas tout à fait cohérent. Je veux dire par là que dans la zone anglophone, les chefs ont complètement une chambre, ce qui n'est pas le cas dans la zone francophone. Et donc tout cela a tout à fait des difficultés. La perception des taxes, on peut débattre là-dessus, donc c'est suffisamment large. Et le troisième élément qui peut structurer, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec le représentant du RDPC, c'est qu'on a vu une incohérence à l'intérieur du gouvernement. Le Premier ministre John Gouté, le 19 mai 2019, dans sa tournée dans la zone anglophone, a suffisamment planté le décor de la manière où il devait faire ce débat. Ce grand dialogue, à son sens, était on discute de tout sauf de la séparation. On discute de tout sauf de la séparation. Mais on a vu un de ses membres du gouvernement, éminent, membre du gouvernement, aller sur une chaîne de télévision à l'international, et là, cette fois-là, pas sur le territoire camerounais, et déclarer en Mondiovision que oui, on discutera de tout, pas de la forme de l'État. Je ne sais pas si
le fait que ce ministre allait dire dans un autre pays étranger les problèmes qui ont engagé l'État camerounais a prêté le flanc pour que les Américains rentrent là-dedans. Ils sont dans leur rôle. Et maintenant, pour terminer et replanter le décor, dans ma compréhension, je pense que les Américains ont été suffisamment clairs. S'ils menacent de faire des restrictions de visa pour tous ceux qui complètement jettent de l'huile sur le feu sur la crise anglophone, demandent un autre dialogue, il n'en demeure pas moins que dans le même temps, ils ont mis un peu de l'ordre dans leur propre camp. Il est pratiquement aujourd'hui interdit aux États-Unis de pouvoir se prononcer, même pas Twitter, encore moins des transferts des fonds et encore moins d'encenser l'Amazonie à partir du territoire américain. C'est suffisamment suivi à la lettre. Ça veut dire qu'ils ont suffisamment fait la calmie et à partir de ce moment, donc, il est de bon ton que l'on pense à un autre dialogue. D'ailleurs, j'ai participé au grand dialogue. D'accord. Il y a un comité de suivi du grand dialogue qui devait adresser un certain nombre de problèmes de particularisme qui se posaient dans notre pays qu'on n'a pas pu résoudre en 4 jours. Donc, là, je pense que la difficulté se trouve là. Il y a une incohérence gouvernementale, il y a une cacophonie à l'intérieur, il y a des difficultés à mettre en pratique la décentralisation telle qu'elle est faite. Et puis les Américains, par eux-mêmes, ne comprennent pas ce que ça veut dire décentralisation. Ils sont dans une forme fédérale et nous, au mouvement progressiste, on est très clair, nous voulons la forme fédérale. Pourtant, on restera dans un État unitaire. Philippe Nanga, quelle lecture vous en faites dans ce premier jet? Je rappelle, vous êtes spécialiste des droits de l'homme, donc vous imaginez un peu, vous savez mieux que nous ce qui s'y passe en termes de manquement par rapport au respect des droits de l'homme. Les Américains, d'ailleurs, en font l'un des éléments de bataille, le respect des droits de l'homme. Comment vous appréciez cette sortie-là? C'est davantage de pression vis-à-vis du gouvernement, davantage titiller les leaders séparatistes et sécessionnistes. Et Patrick Réfoui rappelait que certains vivent sur leur territoire. Vous, dans quel cadre situez-vous cette restriction de visa? Non, il faut déjà dire que ce n'est pas la première fois que les États-Unis prennent ce genre de dispositions. Pour le Cameroun, il y a déjà plusieurs responsables du gouvernement camerounais qui ne sont pas en capacité de mettre les pieds aux États-Unis. Je peux vous l'affirmer. Ce sont des mesures qui prennent souvent pour mettre la pression, évidemment. Mais je voudrais ici dire que les États-Unis ne sont pas la seule entité qui observe qu'il n'y a pas d'avancée. Le 1er juin dernier, le représentant du secrétariat général des Nations Unies en charge de l'Afrique a déposé un rapport sur la situation en Afrique centrale auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans ce rapport, il est fait mention de la situation du Cameroun. Il est observé dans ce rapport que la situation se dégrade davantage. Et dans ce rapport, il est fait mention de ce que le gouvernement du Cameroun ne fait pas un effort pour poursuivre le dialogue engagé afin de résoudre durablement la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et il est recommandé une fois encore au gouvernement du Cameroun donc de s'ouvrir à un dialogue ouvert à tous et à toutes pour arriver à une paix durable. C'est pour dire que les États-Unis, à la limite, sont alignés à cette position des Nations Unies, l'institution dans laquelle le Cameroun est à partie. Donc, je vois pas quelque chose de nouveau, parce que les États-Unis avaient déjà pris cette mesure-là de restriction des visas, et aujourd'hui, ils reviennent juste à la charge. J'allais dire à la suite, n'est-ce pas, du secrétariat général des Nations Unies. Ils viennent juste à la suite pour dire, là, il faut arrêter parce que ça se poursuit. Et si vous remarquez, depuis quelque temps, il y a une recrudescence de violence dans ces deux régions. Les kidnappings, là, on a un prêtre qui a été kidnappé d'abord par les sécessionnistes, après par les forces armées, maintenant il est même poursuivi par le gouvernement de notre République. Donc,
il y a quand même un certain nombre d'exactions qui sont commises dans ces deux régions qui inquiètent tout le monde parce que les États qui sont considérés comme amis du Cameroun ne peuvent pas être indifférents à ce qui se passe quand on a des milliers de personnes qui meurent dans un pays. Il est de bon ton que les pays amis quand même interpellent leurs amis pour dire attention, la situation ne va pas parce que justement les organisations de la société civile ont ce rôle-là aussi d'interpeller les pays amis. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les pays du monde, même vous allez aux États-Unis, vous allez en France, partout. La société civile agit toujours comme ça, c'est-à-dire à un moment donné, quand ça ne marche pas, on interpelle tous ceux qui collaborent avec le gouvernement pour dire, vous collaborez avec un gouvernement, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a telle situation dans le pays de ce gouvernement-là et qu'il est bon que cette situation se règle? Parce qu'il faut dire que la question sécuritaire ne concerne pas, dans un État, ne concerne pas seulement les nationaux. Parce que dans notre pays, nous accueillons les Américains. Et les Américains ont besoin de bien se porter au Cameroun. Ils ont besoin de se balader, ils ont besoin d'aller à Limbé, au bord de la mer, ils ont besoin d'aller à Kribi et tout. Donc, ils sont aussi soucieux de la paix dans notre pays. C'est en cela qu'ils ne peuvent pas être indifférents à ce qui se passe chez nous. Patrick Rifoué, quelle peut être la réaction, si tant il est qui réagirait du gouvernement camerounais? Je spécule, hein. Y a-t-il possibilité de, comment on appelle ça, réciprocité? Le gouvernement peut-il se permettre, a-t-il la force nécessaire, la diplomatie suffisante pour évidemment restreindre éventuellement des passeports ou des visas à certains ressortissants américains? Le gouvernement va-t-il se plier à cette demande de certains partenaires? Philippe le disait, l'Union européenne l'a également dit, la France, la Grande-Bretagne, bref, ceux qui accompagnent le Cameroun, cette insistance de retour à un dialogue, d'aucuns l'appellent inclusif, d'autres disent plus large, impliquant évidemment les acteurs séparatistes qui n'étaient pas déjà le grand dialogue. Quelle peut être la réaction des pouvoirs publics? Bon, écoutez, les États-Unis, c'est un pays ami. Et n'empêche qu'ils nous le font, oui. qu'ils nous le font savoir de la façon la plus... Non, il arrive que dans une amitié, on soit en désaccord. C'est la situation présente. Nous avons des divergences de vues sur la manière de régler la situation que le Cameroun vit dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et je crois que le président de la République l'avait indiqué lors de son adresse à la nation en 2019, en indiquant que beaucoup d'amis se sont penchés sur le Cameroun, mais que souvent, cette sollicitude n'est pas une sollicitude saine. Et moi, j'ai le sentiment, depuis que cette crise a commencé, que les États-Unis manquent de sincérité. Dans la situation actuelle, il n'y a pas de raison que le gouvernement réagisse plus qu'autre mesure. Il n'y aura donc pas de mesure de rétorsion à cette décision de restriction des visas. Non. Maintenant, je pense que la question la plus importante, c'est est-ce que le gouvernement camerounais manifeste la volonté de régler cette crise? Et sur ce point-là, je dis que la volonté du gouvernement est une volonté sans faille. Il ne me semble pas, contrairement à ce que certains ont voulu faire croire, il ne me semble pas que le grand dialogue national clôturait le cycle des échanges avec les sécessionnistes. Ces échanges ont continué, mais ce sont des échanges qui se font de manière informelle. Il ne faut pas nécessairement, pour discuter avec eux, qu'il y ait un cadre formel comme celui que nous avons eu dans le cadre du grand dialogue national. Mais dans le cadre de ces échanges formels, il faut qu'il y ait des avancées significatives. Et s'il n'y a pas d'avancées significatives, le gouvernement ne tiendra pas la population camerounaise informée de ce qu'elle continue à négocier. Je crois que le chef de l'État a à plusieurs reprises reçu certains émissaires, c'était des émissaires suisses, c'était des émissaires du Vatican, qui font office de go-between entre le gouvernement camerounais et ces différentes factions sécessionnistes-là. Donc la volonté du gouvernement camerounais de négocier ne s'est jamais démentie, elle reste constante. Maintenant, pour négocier, pour arriver à un accord, il faut être deux. Moi, je n'ai pas le sentiment que les leaders sécessionnistes, qui sont pour la plupart hors de notre territoire, aient
la volonté de mettre fin à cette situation-là. D'ailleurs, j'ai le sentiment que la situation que nous vivons aujourd'hui s'apparente davantage à du grand banditisme qu'à une rébellion sécessionniste. Parce qu'aujourd'hui, de quoi il s'agit? Il s'agit d'enlèvement contre rançon. Vous entendez difficilement des opérations de confrontation entre ces factions-là et les forces de défense et de sécurité. Ça va être un engin explosif improvisé de temps en temps sur un sentier là-bas, mais rien de plus. C'est-à-dire que la situation que nous vivons aujourd'hui est une situation où vous avez des bandes qui vivent sur le dos des populations, mais il n'y a plus de confrontation de front à front comme on l'avait en 2016, en 2017, en 2018 et en 2019. Nous ne sommes plus dans cette situation-là. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que si vous avez un corps à aller enterrer là-bas, on va vous imposer un impôt pour que vous puissiez circuler librement. Si vous ne le faites pas, on va vous enlever, on va menacer de vous tuer si votre famille ne verse pas de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je ne pense pas que des sécessionnistes puissent se comporter de la sorte. Ce ne sont donc pas les sécessionnistes auxquels on a affaire aujourd'hui. Et face à ces gens-là qui crée une situation d'insécurité globale pour les populations, le gouvernement n'a d'autre choix que de laisser déployer les forces de défense et de sécurité pour réduire les poches d'insécurité qui sont des poches résiduelles, n'en déplaise à ce que Philippe Nanga disait. Dernière chose sur laquelle je suis contrairement à ce que M. Nzipan a déclaré, il n'y a jamais eu de friture sur la ligne au sein du gouvernement relativement à la situation dans le Nozo. Il y a une ligne qui est définie par le chef de l'État et cette ligne est mise en œuvre par le Premier ministre. Maintenant, les ministres peuvent s'exprimer intuitif personné, mais la ligne, elle est définie par le président de la République et je n'ai pas le sentiment que depuis que cette crise a débuté, le chef de l'État se soit dédié. Il a été constant en disant que les portes du dialogue restent ouvertes à ceux qui lorsque sont... le ministre Paul Tangandi s'exprimait chez nos confrères de TV5 en France sur la question, en quelle qualité et en quel titre? Écoutez, je n'ai pas le sentiment que le ministre Atangandi ait contredit outre mesure le Premier ministre. D'ailleurs, il me semble bien que lorsqu'on a mis en œuvre, lorsqu'on a institué le statut spécial, une des résolutions du grand dialogue, c'est bien que quelque part on a touché à l'architecture de l'État. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu une disjonction entre les propos tenus par le Premier ministre qui avait indiqué que tout pouvait être discuté et ceux du ministre de l'administration territoriale qui indiquait quand même qu'il y avait une ligne rouge. Mais bien entendu qu'il y a une ligne rouge ici. La sécession n'est pas une option, mais nous sommes prêts à discuter de tout à partir du moment où la partie en face renonce à la sécession. C'est de ça qu'il s'agit. Hilaire Nzipan, comment est-ce que cette mesure peut-elle être implémentée ou appliquée à ceux d'abord des Camerounais qui vivent aux États-Unis et qui pour certains soutiennent les séparatistes et dont il est plus ou moins avéré qu'ils ont eux-mêmes la nationalité américaine? Non, cette question me semble pas de mon ressort de projection. Mais par contre, c'est les événements passés ou les événements vécus qui me semblent tout à fait extrêmement importants à rappeler. Moi, j'ai été au Grand Dialogue et j'étais à la commission de la décentralisation. Je suis venu sur ce plateau à maintes reprises et relater un peu l'ambiance qui s'est sévie et qui s'est donnée. La question fondamentale qui s'est posée à l'intérieur était de savoir est-ce qu'une fois quand vous parlez anglais, ça vous donne un statut spécial? Parce que l'expérience qu'on a vécue et qu'on a débattue à l'intérieur, c'est que vous avez qu'un père francophone, une mère francophone, qui vivent dans la zone francophone et qui décident d'envoyer leurs enfants à l'école anglophone. Et une fois qu'ils s'expriment en anglais, a-t-il un statut spécial à la maison? C'était une absurdité. C'était devant des professeurs tels que Bipoum Houm, tels que le professeur Joseph Ouna, qui ont dit que cette approche de statut spécial sur le label de la langue était difficilement applicable. C'était une résolution du Grand Dialogue, elle était difficilement applicable. Et le courant de pensée de tous nos frères de la diaspora, qui étaient fortement nombreux à l'intérieur, attestait de ce que ce débat était vraiment à l'ordre du jour. Ça, c'était le premier problème et c'est la première difficulté qui reste tout entière aujourd'hui. Et là, je l'ai fait cette projection sur la décentralisation dans sa mise en application à l'heure actuelle. Dans la zone anglophone, la Chambre des chefs
ne siège pas concomitamment avec les autres élus. Elle est consultée et elle donne un avis sur les décisions prises par les élus. Ce n'est pas le cas ici. Vous voyez qu'il y a de la difficulté. Je pense que le tout, ce n'est pas de défendre le gouvernement, c'est de l'aider à solutionner le problème. Le deuxième élément qui me semble tout à fait très important à verser dans cet élément-là, parce que c'est ça qui est le nœud. En fait, les autres sont des projections de l'évolution. Lorsqu'on s'exprime sur un sujet aussi délicat, on le fait à l'intérieur du pays. Alors, vous semblez me dire qu'il n'y a pas l'incohérence gouvernementale. Le ministre de l'administration du territoire n'est pas en charge de la diplomatie internationale. Je ne vais pas vous le rappeler ici. Il s'est exprimé à TV5 au nom du gouvernement camerounais. Sinon, à quel titre? A-t-il démissionné par la suite? Pourquoi l'a-t-il fait à l'international? C'est des questions simples que je veux comprendre. On a un sujet qui se trouve dans la nation, qui se passe à l'intérieur du pays. Le Premier ministre s'exprime dans la zone anglophone en disant « Nous sommes prêts à discuter de tout, sauf de la séparation ». Le lieu était indiqué. Un stratège choisit son lieu, le temps, les armes et les expressions qui lui permettent de pouvoir faire. Je pense que le Premier ministre a été beaucoup plus stratège. Bon. Alors le fait que le ministre de l'administration du territoire, qui n'est pas en charge de la diplomatie, allait s'exprimer à TV5, indiquait à suffisance qu'il répondait à cette question-là. Et la question qui lui a été posée, le mot qui a été choisi, c'est qu'on discutera de tout sans la forme de l'État. Le Premier ministre n'a pas parlé de la forme de l'État. Donc ça me semble, et lorsque vous venez nous dire que non, on est en cohérence, non. Et la diplomatie est du domaine exclusif du chef de l'État. À mon sens. Et le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, qui par décret peut pouvoir donner une certaine orientation dans la vie politique, a pour collaborateur, même s'il n'est pas son chef hiérarchique, direct dans leur fonctionnalité, le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires territoriales, il est le chef du ministre des Affaires étrangères? Non, ce n'est pas bon et ce n'est pas de bonne politique et ce n'est pas de bonne communication de venir le dire. Dernier élément que je voudrais ajouter à ça, c'est naturellement les éléments que vous avez soulevés. Les Américains demandent le dialogue, la négociation ou quoi? Et je pense que c'est là, les prochains jours vont nous indiquer à suffisance que l'orientation va se donner. Mais au regard de la dégradation, et comme disait Philippe Nanga, au regard du non-respect des droits de l'homme, au regard de la manière où la crise à l'heure actuelle a pris des orientations, il est de bon qu'on se réassette. Peut-être qu'il y a des angles qu'on n'a pas suffisamment bien vus. Et en cela, depuis le grand dialogue, il y a eu quelques déclarations, quelques sorties de leur leader, plus ou moins, Sissoko Ayou, qui a dans un communiqué, dans un tweet, je ne sais pas trop bien indiqué qu'à suffisance que le gouvernement avait entrepris une négociation et que c'était un peu au point mort. S'il en demeure, s'il est acceptable, comme il le dit si bien, que c'est dans les évolutions qu'on communique, il est tout à fait indiqué au gouvernement camerounais qu'il donne des pistes. On a vu les Suisses venir là se proposer. On a vu le Vatican s'intéresser. Pour l'heure, rien n'est fait. Mais le président du comité de suivi, je m'en tiens à l'ordre républicain, c'est le premier ministre chef du gouvernement. Il faut lui remettre encore les armes à la main pour le faire. Et le dernier élément que je voudrais verser là-dedans, c'est que tout à l'heure, il a semblé dire que le gouvernement camerounais, outre mesure, ne semblait pas. Non. En relation internationale, c'est soit le rapport de force, soit l'équilibre de la terreur. Le Cameroun n'a pas la capacité du rapport de force pour répondre aux Américains. On n'a pas cette capacité dans le rapport de force. Encore moins dans l'équilibre des terreurs parce qu'on ne détient pas une bombe atomique pour dire qu'on peut menacer ou encore moins dire qu'on est la Corée du Nord pour dire bon, si vous ne faites pas ça, on fait ceci. D'accord. On n'a ni l'un ni l'autre. Et on choisit donc le silence comme arme de retour. Philippe Nanga, venons-en au fond de la question. Je veux dire que concrètement, pratiquement aujourd'hui, et il est le relevé. La question est de savoir, faut-il refaire un dialogue? Faut-il mieux implémenter ou aller davantage à l'implémentation des résolutions du grand dialogue national? Ou alors, faut-il repenser un schéma qui arrangerait les deux, éventuellement les séparatistes et le gouvernement, pour sortir de cette crise? Où doit-on aller encore au-delà du grand dialogue national? Jusqu'où, je voudrais dire, doit-on aller au-delà du grand dialogue national pour peut-être qu'il s'est déjà levé cette mesure de restriction de visa et définitivement résoudre cette question-là? Non, je crois qu'il est question, c'est pas de recommencer. Il n'est pas question de recommencer. Il y a eu un grand dialogue, ce qu'on appelle le grand dialogue. Des gens ont discuté, il y a eu des résolutions, des choses qui ont été mises en place. On ne jette pas tout ça à la poubelle.
C'est pour ça que nous parlons de poursuivre le processus. Maintenant, nous défendons un schéma qui est celui de la commission Justice, Vérité et Réconciliation. C'est un schéma qui nous permet de résoudre durablement cette crise qui a affecté des milliers de personnes du point de vue culturel, du point de vue social, du point de vue politique, du point de vue économique. Et donc, ce n'est pas dans un grand dialogue qu'on pourrait régler ce problème-là. Dans ce genre de situation où il y a des blessures, parce qu'il faut aller au contact des personnes de ces régions-là pour toucher du doigt des blessures. Il y a des grandes blessures. Je prends l'exemple ces derniers moments avec le clergé, où des prêtres sont menacés de part et d'autre. C'est les institutions qui enlèvent, c'est l'armée qui enlève. Ils sont traduits par-ci. Donc, il y a des séquelles qui vont rester. Il y a des familles qui ont été décimées. Il y a des enfants qui ont perdu père, mère, frère, sœur, oncle, tante. Ce n'est pas dans un grand dialogue qu'on règle une question comme celle-là. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut une étape de ce qu'on appelle vérité, où les gens s'expriment, disent ce qu'ils pensent, discutent, accusent. Donc un autre dialogue. Non, ce n'est pas un autre dialogue. On poursuit. C'est un espace plus ouvert de dialogue, évidemment, mais aussi, surtout, de justice et de réconciliation. C'est ça la différence. Parce que le grand dialogue, les gens sont venus, ils ont discuté, ils ont fait... À quel moment? Parce qu'il y a plusieurs phases. Sur le terrain, quand même, il y a des forces qui sont déployées. Oui. Des forces de défense et sécurité pour l'armée nationale. Il y a des éléments séparatistes qui sont sur le terrain. Je dis que on laisse en La commission intervient à quel moment, c'est ça? Exactement. Non, mais il y a un préalable qui a toujours été, et c'est demandé, hein. Si vous regardez le communiqué des États-Unis, il faut d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu. C'est la moindre des choses. Il faut d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu. Et que les belligérants acceptent, n'est-ce pas, le principe de discuter. C'est de ça qu'il est question. Il faut que d'abord les parties prenantes à la guerre, au conflit, armés, acceptent le principe. Et je pense que ce principe a été acquis à la réalité. Parce que ce soit à travers Ayuk Tabé, qui l'a dit, qu'il y avait des pourparlers entre le gouvernement et certains leaders. Il apparaît même aussi dans les communications des États-Unis qu'il y a des échanges entre le gouvernement du Cameroun et des leaders sécessionnistes à l'extérieur. Donc, le principe du dialogue n'est pas rejeté par les partis. Mais maintenant, c'est la formalisation et le format, le schéma qui pose problème. Le Cameroun a fait le choix de la précipitation, et on sait un peu pourquoi, avec ce grand dialogue qui n'a pas du tout fonctionné. Maintenant, je pense qu'il est temps d'aller plus loin, pas pour régler superficiellement le problème, parce que vous savez, la crise anglophone, ce n'est pas un problème de 2016. C'est un vieux problème historique qu'il faut régler durablement. Ça veut dire qu'il ne faut pas venir discuter de ce que le consortium avait entre les mains. Il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. Et c'est pour ça que l'étape de la vérité où les gens doivent s'exprimer. Dans le grand dialogue, ils ont un peu triché avec cette étape parce qu'on a fait venir des gens qu'on a appelés des anciens sécessionnistes qui sont arrivés, qui ont pris la parole au grand dialogue. On l'a vu. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils peuvent bien discuter avec des gens. Ils sont venus, ils ont pris la parole. Alors ici, dans le cadre d'une commission justice, vérité et réconciliation, il y a cette étape de vérité où les gens s'expriment, accusent, discutent. Et il y a l'étape de la justice où, n'est-ce pas, les gens acceptent, oui, je l'ai fait parce que je m'excuse, je demande pardon, ainsi de suite. D'accord? Et il y a la réparation. Le gouvernement s'engage, ok, telle famille, tel machin, voilà, on a pris acte, vous avez fait ceci, voilà comment, ensemble, on trouve le moyen de réparation. Et à l'issue de ce schéma, de cette commission-là, il y a donc la réconciliation générale où tout le monde s'engage à dire, on fait la paix, on prend des grandes décisions,
Et à partir de là, on reconstruit notre pays ensemble. C'est pour ça que quand une crise a atteint les proportions qu'on a aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest, on ne peut pas en 3, 4, 5 jours dire qu'on va régler le problème. Non, il faut faire parler les gens. Nous, on a de temps en temps des occasions d'échange avec les déplacés, ici dans la ville de Douala. Quelquefois, on est allé au sud-ouest, au nord-ouest également. Mais même quand vous rencontrez les déplacés qui sont ici, moi j'en ai discuté avec plusieurs, qui vous disent, nous, on ne demande pas à manger. On n'a pas envie qu'on nous donne à manger, on n'a pas envie qu'on nous donne des aides. Ils nous le disent. Nous avons envie de rentrer chez nous. On y vivait là-bas, on n'avait pas besoin d'aide. Vous voyez? Donc, vous sentez des gens qui veulent reprendre une vie normale. Mais une vie normale en ayant réglé un problème fondamental. Parce qu'on ne peut pas ignorer le problème de fond qui nous a amenés dans cette crise-là. Il faut le régler. Pour le régler, ça demande qu'on aille en profondeur. Alors, Maurice, cette décision des Américains, évidemment, vient après un certain nombre d'alertes. Ce n'est pas la première fois que les partenaires internationaux du Cameroun disent attention, il y a eu certes le grand dialogue, mais sur le terrain, les choses ne semblent pas forcément se tasser. Les Américains, cette fois, ils montent un cran au-dessus avec la restriction des visas. Jusqu'où peuvent-ils aller? Je veux dire que on fait maintenant de restriction de visas. Si d'aventure, jusque-là, rien ne se décante, ne se décrypte, comment on dit, décrispation, jusqu'où eux, les Américains, peuvent-ils aller? Bon, merci de me donner la parole parce que je commençais déjà à m'inquiéter. On me demandait si je finirais par avoir la parole ici. C'est donc que j'ai fait un tour cyclique. Sur cette table, un tour cyclique. Bon, je me suis dit, bon, que mon temps viendra. Il ne fallait pas refaire le même schéma. J'ai commencé par défaut et ainsi de suite. Je ne voulais pas refaire le même schéma. C'est pour ça que j'ai un peu... Non. En fait, moi, je voudrais être assez, je voudrais être prosaïque. Je voudrais être réaliste. Je voudrais être même à la limite simpliste dans la perception que j'ai de ce que moi je qualifierais de non-événement. Ok. Bon, la question que moi j'ai envie de te poser, c'est que les États-Unis ont dit désormais il n'y aura plus de visa pour les personnes impliquées dans la crise du Nozo. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est-à-dire que et puis le lendemain, la crise, elle est résolue, c'est fini, tout le monde, tout est terminé. Non, je voudrais penser que si on est vraiment sérieux, lorsque dans une maison, il y a un conflit, une opposition entre des enfants d'une maison, je ne crois pas que ce soit le voisin qui soit le mieux placé pour venir régler ce conflit. Parce que mieux que le voisin, les gens de la maison savent ou maîtrisent mieux les différents acteurs, les tenants et les aboutissants de ce conflit et sont, à mon sens, mieux placés pour suggérer, pour conduire une solution. C'est comme ça qu'il faut concevoir cette chose-là. Le conflit du Nozo, à mon sens, a ses réalités et qui ont commencé à être cernées à partir de ce que l'on a appelé le grand dialogue national. Bon, ceux qui disent que non, il faut reprendre le grand dialogue national, je dis non. Un dialogue, c'est quelque chose qui se passe en plusieurs étapes. Le premier dialogue, lui, il s'est déjà tenu. Je comprendrais bien que les gens disent qu'il faut aller plus loin en organisant un autre dialogue à la suite du premier qui a été, c'est-à-dire que dans le sens de l'implémentation de ce qui s'est dit au premier dialogue, on peut organiser un deuxième dialogue qui aille dans le sens véritable d'établement on doit d'une simple implémentation, d'une amélioration des résolutions qui ont été prises. Alors, lorsque j'ai appris que les États-Unis avaient fait cette sortie d'un adjoint au sous-secrétaire de... Bon, j'ai voulu en rire, c'est-à-dire qu'un adjoint au sous-secrétaire de vous à moi, vous êtes même sûr que Joe Biden est même au courant de ce conflit qui se passe ici au Nozo? Non, c'est les Camerounais qui introduisent, comme il y en a qui sont passés mettre dans ce genre de choses, qui introduisent et qui ressortent avec ce genre de communiqué. Pour moi, c'est sans importance. Il y a des choses plus importantes. Regardez le texte. Ils disent il n'y aura plus de visa pour des personnes impliquées dans la guerre du Nozo. La première question, c'est
ah, ces personnes, quelles sont donc ces personnes? Ces personnes sont-elles identifiées et connues? Là où les États-Unis, comme les puissances du Nord, là où elles ont voulu qu'il y ait de la paix, qu'il y a eu une intervention militaire sur le terrain. Alors, un simple discours comme celui-là, ça m'a rappelé tout simplement mes romans d'une certaine époque où, vous savez, un sous-préfet blanc est arrivé dans un village et on a demandé à chanter l'hymne national. Alors, les enfants qui chantaient l'hymne national ne maîtrisaient pas la langue française. Ils ont chanté en quelque chose qui ressemblait au français. Bon, et les villageois qui étaient là étaient contents parce que ces enfants étaient forts et chantaient l'hymne national en français. Sauf que les Français qui, eux, étaient là, ont entendu chanter l'hymne national. Ils avaient pensé qu'on chantait l'hymne national en langue. Et tout le monde a applaudi. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Les gars vous pondent un truc. Les États-Unis sont tranquilles, ils sont contents. Et tout le monde est content. C'est-à-dire que les Camerounais s'en extasient pratiquement. Les Américains ont dit que. Mais attends. Ici, c'est une autre forme d'aliénation que nous condamnons. C'est le refus de la... Nous voulons enfin que notre pays soit un État souverain, capable de s'administrer et de résoudre lui-même ses problèmes. La guerre du Nozo, déjà, je suis d'accord avec le représentant du RDPC qui dit que la guerre, si elle n'est pas résolue, si elle n'est pas finie, on est plutôt dans une confrontation avec quelques bandes armées. Il suffit tout simplement, nous, de l'intérieur, qui percevons mieux la situation, qui savons les contours, qui maîtrisons les contours historiques de cette situation, nous qui sommes au Cameroun, qui maîtrisons mieux les réalités de notre pays, que nous soyons organisés et que nous allions vers ce conflit qui en réalité n'est pas plus important que d'autres situations dans ce pays. Il y a eu des guerres à un moment donné dans ce pays. Lorsque les indépendants sont arrivés, il y a eu des conflits pires que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a vu là-bas. Mais finalement, les Camerounais, sans qu'il n'y ait forcément un soutien de qui que ce soit de l'extérieur, le Cameroun s'est construit parce que les Camerounais ont manifesté la volonté de vivre ensemble dans la paix, sans qu'il y ait des gens qui viennent. Il est temps quand même que notre souveraineté devienne une réalité, qu'enfin un conflit comme celui-là soit résolu sans qu'on ait besoin des États-Unis, ou pas seulement des États-Unis, ou de n'importe qui. Le message, lui, il ne s'adresse pas véritablement aux Camerounais qui vivent au Cameroun. Il ne s'adresse pas aux Camerounais qui vivent au Cameroun. Comment ça? Oui, parce qu'en réalité, ces bandes qui pillent, qui tuent, qui font là, aucun d'eux n'a un passeport. Aucun d'eux n'a un passeport. C'est-à-dire que les leaders qui tiennent les armes là et tout, aucun d'eux n'a un passeport. Ils iront faire quoi aux États-Unis? Ils n'en ont même pas besoin. Un visa pour eux, ça représente quoi concrètement? Je voudrais que d'ici quelque temps, que nous nous arrêtions un instant, qu'on voit l'impact d'une telle décision. Je voudrais que les États-Unis nous apportent un appui logistique à l'organisation des événements comme le Grand Dialogue. Que l'expertise des États-Unis dans la guerre de sécession qui s'est déroulée là soit remise ici sur la table et qu'on en prenne ce qui peut nous aider à résoudre un problème face à une sécession qui n'existe même plus. D'accord. Voilà, maintenant donc, en ce moment, ça, on peut l'accepter. Mais si ce n'est pas le cas, je crois que sous aucune forme, cette sortie, je dis bien, de l'adjoint à l'adjoint au sous-secrétaire, du sous-secrétaire d'État, est pour moi un non-événement. Question de sortie. Que doivent faire désormais les acteurs? Je veux dire aussi bien ceux qui sont impliqués dans la crise. Les acteurs sur le terrain, les acteurs qui sont des partenaires. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rifoué, question de sortie de thème. On va passer à autre chose. Ouais, écoutez, je pense que, au risque de me répéter, je vais repréciser ce que j'ai indiqué tout à l'heure. La volonté du gouvernement est constante. Il y a des échanges qui se font, qui sont des échanges informels. Ces échanges vont probablement se poursuivre. Ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est Les autres acteurs. Mais les autres acteurs, le chef de l'État a tendu une main. Nous, on invite
les factions sécessionnistes à renoncer à ce projet qui est un projet funeste et qui ne réussira pas de toute évidence. Donc nous, on les invite à renoncer à ce projet et à revenir à la table des négociations afin que nous nous accordions, parce que ceux qui payent le lourd prix de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce sont les populations, dont certaines sont empêchées d'aller à l'école, dont d'autres doivent payer un impôt indu, dont d'autres sont kidnappés, dont quelques-unes sont... qui, tout le temps, nous rappellent la plus de sérénité. Oui, oui, j'allais y arriver. Donc, vous avez les populations. Maintenant, concernant les pays amis, le gouvernement l'a déjà indiqué à plusieurs occasions, il faut que ces pays amis prennent leurs responsabilités, notamment vis-à-vis des financeurs et des leaders sécessionnistes qui sont des donneurs d'ordre à partir des territoires extérieurs. Donc, il y a deux possibilités. Ça peut être l'extradition, soit engager des poursuites devant leur juridiction. Enfin, parce qu'il y a un autre acteur qui est important ici, ce sont les ONG. Il y a un certain nombre d'ONG qui ont joué et qui continuent à jouer un jeu trouble dans la situation que nous vivons au nord-ouest et au sud-ouest. Le ministre de l'administration territoriale l'a indiqué à une ou deux reprises, certaines ONG se sont retrouvées à faire un commerce qui était un commerce coupable et répréhensible avec les rebelles sécessionnistes. Nous disons à ces ONG, vous venez faire de l'humanitaire au Cameroun, vous ne venez pas permettre à une situation comme celle-là, qui est une situation malheureuse, de se poursuivre et de s'aggraver. Donc, que les ONG se limitent à faire de l'humanitaire et qu'ils ne soient pas des organes d'appui logistique aux groupes sécessionnistes qui sévissent dans ces régions-là. Hilaire Zipan, que font les acteurs maintenant? Oh, je pense que le tout, c'est pas tout à fait de pouvoir donner l'intention que le gouvernement a comme orientation, mais c'est de pouvoir mesurer l'impact de la crise sur l'ensemble de l'économie camerounaise à l'heure actuelle. S'il y a une crise, ça veut dire qu'il y a quand même anguille sous roche, et je pense que c'est ce que tout à l'heure Philippe essayait de dire, qu'il faut poursuivre et essayer de faire une commission vérité et réconciliation. Vivre en autarcie parce qu'on est dans la souveraineté me semble pas tout à fait plausible aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Et on a beau dire on est souverain indépendant, mais lorsque la caisse, lorsqu'on va au FMI pour demander des petites sommes d'argent pour rafistoler le budget, la souveraineté n'y est pas. Et mesurer l'impact de cette crise. 20% aujourd'hui de notre économie est complètement par terre. Dans cette zone-là. 20%. En termes de produit intérieur brut, c'est plus que cela. On a suivi dernièrement au JICAM tout un réquisitoire du président du patronat qui a dit que ça pèse sur la finance publique. Oui, bomber le toc, c'est bien, mais s'assumer ses responsabilités qui sont importantes. Et là, il faut aller au fond du sujet. Ce sujet a des antécédents historiques, on traîne comme un boulet. Il faut bien à un moment qu'on creve cet abcès et qu'on nage. Et la question que je pose tout le temps à tous les historiens qui ne m'expliquent pas, comment un pays qui a été complètement souverain, 1er janvier 1960, la carte du Cameroun qui se présentait aux Nations Unies était République du Cameroun, 345 000 km², capitale Yaoundé, drapeau vert ou jaune. Et qu'un an après, le même pays revient dire nous changeons quelques dispositions de notre présentation au FSM. On passe à 475 000 km². Le drapeau reste vert ou jaune avec 2 étoiles. La capitale reste Yaoundé. Et de là à dire que oui, il y a des gens qui ne sont pas venus. Non, ce n'est pas des sous-hommes. Il y a un problème réel de fond. Il faut le questionner. Paix à son âme, le cardinal Christian Tumi le disait. Quelqu'un peut me montrer les archives de la négociation de Fombal? Qu'est-ce qu'on s'est dit là-bas? Est-ce que les engagements pris ont été respectés? Et moi, j'ai eu la chance, dans mon militantisme tout jeune, en 1994, à la suite d'Henriette Ekwe, de rencontrer John Gufoncha avant qu'il ne passe au-delà. J'étais avec, ça me reste de mémoire, j'étais avec Henriette Ekwe et ma poupée, d'homme parfait. Il était un homme amer.
Un type qui a épousé, qui a été vice-président de la République. Et puis, au moment donné, je revois, il dit, on s'est trompé. On s'est trompé dans les décisions de 61. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond, et là, vraiment, je ne préfère pas que c'est sur les plateaux de télévision qu'on le règle. Ce n'est pas sur le plateau de télévision qu'on peut le régler. Il faut toucher le fond. On peut en donner les pistes. On donne quelques pistes, mais on ne peut pas le régler. Il y a un problème de fond véritable, et il faut qu'on s'asseye. Quelles sont justement les pistes? D'abord, comme d'habitude, le dialogue est beaucoup plus accroché dans le dialogue de la négociation. Parce que le dialogue, on peut dialoguer sans négocier. Il faut accrocher dans cet dialogue la négociation. Et la négociation suppose un compromis. Et le compromis n'est jamais parfait. Il faut que les Camerounais le sachent, qu'on donnera un peu pour que les gens reviennent. Et puis nous avons hérité quand même des philosophies de la conception étatique venant des Occidentaux. La conception de l'État dans le système francophone, avec sa philosophie puissante, n'est pas la même conception que dans cette approche-là. Donc, on peut questionner tout ça. Alors, revenir à la palabre sur l'arbre. Bien entendu, il a dit, on est un peu des Africains, on peut donner un peu de tout. Il y a tout ça, il y a le traditionnalisme et tout ça. Tous les gens sans ignorer que la France a coupé la tête de tous ses rois. Merci. Nous vénérons nos traditions. Vous voyez qu'on peut avoir des caractéristiques différentes de la leur, avec tout ce que cela comporte. Jeu des acteurs. Oui. Juste un mot, M. Zipan n'ira pas plus loin que ça. J'ai eu l'honneur, la chance et le privilège de souvent le suivre sur un certain nombre de plateaux de télévision. Il a des thèses qui sont constantes et les mêmes partout, quel que soit le thème sur lequel on se trouve sur un plateau de télévision. Nous avons invité ici pour nous parler de cette fameuse décision des États-Unis. Et ce sont ces mêmes thèses et ces mêmes théories qu'il nous ramène. Ce n'est pas pour dire qu'elles ne sont pas bonnes, hein. Elles sont bonnes. C'est pour dire qu'elles sont éprouvées. Mais je dis qu'à un moment donné, qu'il nous laisse parler de cette décision des États-Unis. C'est ça la chose. Le discours était mauvais, ceci n'était pas, il faut passer. Non, c'est bon, à un moment donné, c'est ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que... moi, je dis d'abord, et je suis constant, c'est qu'il faut rester sourd. C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est dans ma culture, lorsque il y a une bagarre dans la maison, comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre chose qu'il faut faire, c'est fermer la maison, justement. C'est de ça qu'il s'agit. Que les voisins n'entrent pas. Oui. On a un FMI. On a un FMI. Puisque... Même pour payer les fonctionnaires, on demande. Non, c'est vrai. C'est ça. Mais attends. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas fermer. Ouais, c'est que même pour payer même la quittance d'eau, on demande tout. C'est ça. Ça, la difficulté. En fait, il faut avoir la capacité. Tout à fait d'accord avec toi. Nous sommes là dans la coopération sur le plan économique. D'accord. Du coup, on ne peut pas fermer la porte. Nous sommes sur une forme de coopération du donnant-donné. D'ailleurs, les États-Unis, comme toutes les autres puissances du Nord, ont tellement pris à l'Afrique aujourd'hui que c'est à travers le Fonds monétaire international pour nous en restituer. Je ne vois pas où c'est. Ce sont les banquiers, prof, ce sont les banquiers. Ce sont les banquiers, ils ne donnent pas. Je ne vois aucun intérêt. Ils prennent seulement, ce sont les banquiers. J'insiste sur ce que le problème du NOZO doit d'abord être un problème de souveraineté nationale. Et je suis dans cette optique, je suis exactement dans la lignée du président de la République, parce que je crois que c'est un peu cela, c'est un peu de cela qu'il s'agit. Il a dit, certes, il ne ferme pas la porte à tout ce qui lui apporte des solutions de l'extérieur, mais il pense que la solution au problème camerounais va l'être au Cameroun par les Camerounais. Donc les acteurs sont connus. Nous avons toute la ressource nécessaire. Nous avons toutes les compétences nécessaires pour que ce problème soit remis sur la table. Tenons 20 dialogues si nous voulons. Faisons tout ce qu'il faut à condition que ce problème camerounais trouve une solution camerounaise par les Camerounais. Philippe, les acteurs. Non, je crois que, bon, heureusement, je crois que le RDPC n'est pas dans ce schéma, y compris avec M. Biya, ils sont dans un autre schéma. Qui est celui quand même de prendre en compte toutes les forces possibles, même s'il joue le jeu, c'est une réalité. Quand le chef de l'État va comment on appelle ça, en Suisse, et quand il est attaqué là-bas, en réalité, c'était pas neutre
n'est-ce pas, il y avait des tractations en vue. Et d'ailleurs, je pense que le représentant du RDPC le dit, il y a des tractations en vue. Et ces tractations, ce n'est pas seulement à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur du pays. Donc, un problème comme celui qu'on a chez nous demande à ce qu'il y ait une coalition d'énergie qui se mette en place pour régler définitivement ce conflit-là. Parce que, étant donné que c'est un conflit historique, il implique également un certain nombre de pays qui ont une histoire avec le Cameroun. Donc, on ne peut pas ne pas prendre ça en compte. Pas les États-Unis, Maintenant, sur la crise anglo, je crois qu'il va falloir qu'on arrête de jouer. Pendant longtemps, on a d'abord joué, on a dénié les faits. On a nié l'ampleur de la situation. Et c'est quand on a atteint des milliers de morts, des 4000 morts, qu'on a commencé à prendre conscience de ce qu'il y a un problème. Maintenant, il faut qu'on accélère. Parce que là, on continue toujours de jouer. On joue le jeu. On a organisé le grand dialogue. C'était toujours dans l'optique de jouer le jeu, gagner du temps. La semaine qui suivait, il y avait le Conseil de sécurité. Il fallait faire quelque chose rapidement pour qu'au Conseil de sécurité, on apaise la pression sur le Cameroun en disant maintenant, ils viennent de faire le grand dialogue, il y a des résolutions et machin, il y a des avancées. C'était toujours dans l'optique de gagner, jouer, gagner du temps. Nous ne gagnons rien à tourner en rond. C'est des Camerounais qui meurent, c'est de l'économie qui est en lambeaux, je ne sais pas moi, c'est des questions, des problèmes sociaux qui vont être difficilement réparables. Donc, je pense qu'il faut accélérer aujourd'hui. Évidemment que nous sommes les mieux placés, ça personne ne l'a jamais nié. Nous, quand on parle de la commission Justice, Vérité et Réconciliation, nous n'imaginons pas que ce soit les États-Unis qui viennent présider cette commission. C'est que nous pensons que nous avons des acteurs tout le moins africains en capacité d'accompagner le Cameroun à la résolution durable de ce problème. Nous n'imaginons pas un seul instant que ce soit la France ou la Belgique ou quoi que ce soit qui vienne nous faire notre commission de justice, vérité et réconciliation. Mais il faut qu'on y aille parce qu'à force de tourner en rond, moi j'ai été à Bouya une fois, j'étais avec le professeur Claude Abbé, on se baladait dans la soirée comme ça. On a rencontré justement un ancien de l'université, on discutait avec des gens. Et je le dis ici, vous pouvez, le professeur Claude Abbé, il peut témoigner de cela. Ce que nous avons retenu là-bas, un agent qui nous a dit, ici, si vous faites une enquête là, vous allez le constater. Le problème anglophone, c'est un problème historique qui se transmet de génération en génération. Il nous a dit ça, de génération en génération. Il nous a dit, moi, qu'il soit là, mon papa, il me parlait de ce problème. J'ai parlé à mes enfants. Et dans toutes nos maisons, c'est ce qui se passe. Nous expliquons à nos enfants le problème anglophone. Vous demandez aux petits-enfants, ils vont vous expliquer qu'il y a un conflit qui dure depuis 1961 au Cameroun. Donc, ils sont informés de cela, les enfants sont informés, ils sont impayés de cela. Il faut régler le problème. D'accord. Donc, il faut arrêter de jouer, de prendre des décisions superficielles parce qu'on veut gagner du temps. Ça ne nous avance à rien. Notre pays a besoin d'être construit avec tous ses fils et ses filles. Merci. Et donc le nord-ouest, le sud-ouest sont des régions qui font partie du Cameroun et dont nous en avons besoin pour avancer dans un développement durable. Je suggère en une demi-heure qu'on évoque à présent la question de l'insécurité urbaine. Ce sera juste derrière la transition. Voilà, entre retour et microbes, peur sur la ville, c'est ainsi que ce thème est intitulé. Retour, il faut peut-être d'abord comprendre rapidement. Il s'agit de ces phénomènes de riposte, riposte des jeunes des différents quartiers qui c'est peut-être quelques altercations, se permettent, eux, de se faire justice en allant évidemment faire la riposte à ceux-là qui sont leurs présumés agresseurs. Par contre, le phénomène des microbes, c'est ces phénomènes spontanés, un groupe de jeunes, une dizaine de jeunes ou une douzaine, une quinzaine, voire une vingtaine, qui débarquent spontanément, agressent les gens dans la rue, par-ci, par-là, souvent avec des armes blanches, des couteaux, font des blessés, arrachent sacs et autres. La ville de Douala, donc, est sous cette emprise depuis quelques années déjà, mais ces dernières semaines, on vit comme une recrudescence de ces phénomènes. D'ailleurs, depuis vendredi, les éléments de la gendarmerie nationale sont sur le terrain et interpellent un certain nombre de jeunes. Maurice Somo, peut-être je commence par vous. Comment est-ce qu'on peut justifier
ce phénomène-là, si on veut le décrypter, le comprendre? Bon, comment est-ce qu'il faut justifier? Non, ce n'est pas justifiable. Je préfère comment on peut l'expliquer. Allons-y donc. Essayons d'expliquer, essayons de comprendre comment. La question, c'est comment on en arrive là. Bon, je veux dire que le phénomène de microbes n'est pas une exclusivité camerounaise. Je veux dire qu'il n'est même pas un phénomène né au Cameroun. Le concept microbe, dans la conception du phénomène, différent du microbe comme ce qu'on connaît en biologie, eh bien, ça vient de la Côte d'Ivoire. Mais le phénomène d'insécurité, lui, il existe partout, avec des bandes de jeunes organisés qui sèment la terreur dans la majorité des villes dites bidonvilles. C'est connu ainsi. Vous allez à Lagos au Nigeria, c'est la même chose. Allez à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Vous revenez ici à Douala au Cameroun, on a exactement le même phénomène. Ce que je voudrais dire, c'est l'explication partirait d'une description de l'environnement dans lequel ce phénomène s'est installé. En d'autres termes, si on prend un certain nombre de villes en Afrique et dans lesquelles ce phénomène s'est installé, il faut ressortir à travers ces villes un certain nombre de caractéristiques communes à ces villes. Et c'est en ressortant les caractéristiques communes à ces villes qu'on comprendra très facilement pourquoi le phénomène, lui, il sévit là. D'accord. C'est au Cameroun, à Douala par exemple, les quartiers dans lesquels le phénomène sévit, c'est des quartiers qui sont reclus, qui vivent comment je vais appeler ça? Promiscuité? De promiscuité, oui, c'est un mot. C'est des quartiers essentiellement pauvres. C'est des quartiers essentiellement pauvres où généralement le taux ou les instruments de scolarisation sont extrêmement réduits. C'est des quartiers où les rôles sont inversés au niveau du noyau familial pour la plupart. C'est-à-dire que généralement, vous avez des parents qui sont très pauvres, qui vont utiliser les enfants pour rechercher de la pitance. Ça, c'est une inversion des rôles. C'est les quartiers où la plupart des enfants n'ont pas une éducation stable dans un ménage bien établi. Voilà. C'est des quartiers où, en général, l'impression qui se dégage, c'est le délaissement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des quartiers qui ont été délaissés et qui nourrissent, entretiennent et font grandir une forme de rancœur et même de rancune vis-à-vis des autres quartiers, des autres populations. Et c'est ainsi que se structure un mode de vie qui leur est propre. Ici, nous sommes dans une forme de jungle. Et dans cette jungle, le modèle identificatoire sur lequel s'appuient les enfants qui y résident est celui de la force et de la terreur. En d'autres termes, l'enfant qui naît là-dedans, qui s'impose ou qui est présenté comme modèle est celui qui, par essence, peut faire le plus de mal. Il est capable de faire des choses qui sortent de l'ordinaire ou qui sortent des canons classiques du processus éducatif que l'on reconnaît. Donc, les caractéristiques que je viens de ressortir là, vous les trouverez dans certains quartiers que je ne citerai pas de peur d'être repris au sortir beaucoup de quartiers périphériques de la ville. Quartiers périphériques, non. Un quartier périphérique comme... par rapport au centre-ville, évidemment. Je ne sais pas ce que vous appelez centre-ville aujourd'hui. À Douala, par exemple, le centre-ville, c'est plus Bonandia, c'est plus Bona Prison. Si vous me dites centre-ville Douala, je dirais Bona Moussali. Désormais, au regard de ce qu'on a comme investissement et tout le reste, ces quartiers ne sont pas seulement à la périphérie. Même si ces quartiers sont au centre de la ville, ces quartiers ont une caractéristique principale, c'est que c'est les quartiers qui sont reclus, c'est-à-dire qui sont enfermés. Parfois, les voies d'accès sont très, très difficiles. C'est-à-dire que vous arrivez dans un quartier où pour passer d'une maison à l'autre, on passe par le salon. Tout le monde se connaît, tout le monde est ensemble, on sait ce qu'on fait. Donc, voilà ces caractéristiques que j'ai déclinées. Vous les trouverez
dans ces quartiers à Douala, vous les trouverez dans ces quartiers à Yopougon, vous les trouverez à Lagos au Nigeria, à certains endroits précis. Et c'est donc là que se structure ce fameux phénomène de microbes. Philippe Nanga, vous, je le rappelle, hein, vous êtes un acteur des questions de droits de l'homme, de la société civile. Avec Maurice, on a essayé de décrypter la physionomie ou la physiologie de ces quartiers-là. Vous, les acteurs, vous les fréquentez. Ces jeunes, vous en connaissez, vous en rencontrez, vous discutez. Je dis, qu'est-ce qui les anime? Comment est-ce qu'on peut déjà les décrire? C'est quel type de jeunes? Qu'est-ce qui les pousse dans ces phénomènes-là? Et puis, qui sait peut-être comment on peut les stopper? C'est important déjà de dire que retour, microbes sont des phénomènes sociaux qui sont visibles dans la quasi-totalité des pays du monde entier. Okay. Vous allez en France, vous allez en trouver, vous allez aux États-Unis, partout. Vous avez des jeunes qui s'organisent comme ça pour régler un certain nombre de questions. Et le profil des jeunes qui sont dans cette pratique-là, qui font ces pratiques-là, c'est souvent des jeunes déscolarisés, c'est souvent des jeunes sans emploi. C'est souvent aussi des jeunes, évidemment, qui habitent les quartiers, comme il a décrit, où il y a la promiscuité, ou des quartiers précaires, on va dire comme ça, où il y a le taux de chômage est élevé. Donc, il a été démontré, toutes les études ont démontré que ces phénomènes-là sont souvent dans des quartiers où le taux de chômage est élevé. Et donc, les gens sont au quartier. En France, on parle souvent de ceux qui tiennent les murs. Donc, les jeunes qui sont au quartier, qui ne bougent pas, qui sont toujours debout, adossés au mur, qui voient passer des gens, ceux qui vendent la drogue et tout ça, et qui sont très sensibles aux provocations. En réalité, ce n'est pas qu'ils sont constitués pour être comme ça, mais ils sont réactifs du fait de leurs conditions de vie. Ce sont des réponses en réalité. Ce type d'attitude constitue des réponses à la condition de vie de l'individu. Quelqu'un qui vit la violence du point de vue de sa condition économique et sociale va avoir tendance à être violent. C'est comme ça. Parce qu'il a l'impression que chaque personne en face de... La société lui en veut. En face d'elle, n'est-ce pas, est responsable de sa situation. Il en veut à la société et du coup, il en veut à tout le monde. C'est ça qui explique que toutes les personnes qui vivent des conditions difficiles ont toujours un comportement plus ou moins violent. Donc, ce sont des situations... Et c'est pour ça que vous allez voir que il y a un lien étroit entre le retour et les microbes. C'est pas, on ne les dissocie pas forcément. En fait, c'est les microbes qui font le retour. C'est presque les mêmes, c'est le même profil des personnes. C'est le même profil des personnes. C'est le même profil des personnes. Et qui date de très loin. Parce que moi, je me souviens, étant gamin, déjà dans nos quartiers, on n'utilisait pas les machettes. Mais il y avait déjà le retour. Moi, je me souviens, je suis né à l'Omnisport. Dans chaque quartier, Omnisport, Cité SIC, les quartiers d'à côté là, que je connais, Cacao, Deido, il y avait tous des grands frères qui étaient supposés être très forts. Ils faisaient du karaté, de la boxe, tout ça. Il y avait tous des grands frères forts, Noubel, tout ça. Ils étaient connus. Et donc, quand on est petits, nous, les jeunes, on allait peut-être jouer à la cité, et qu'on avait été tapé par des aînés là-bas de la cité, on rentrait au quartier, on rendait compte à nos aînés que voilà, on nous a tapé, machin. Nos aînés allaient à la cité. Moi, j'ai connu ça. Donc, le fort de notre quartier, il nous accompagnait pour aller montrer qu'il nous a tapé. Et ça créait la bagarre générale. Ah oui, oui. Donc, ça, moi, j'ai connu ça. Et ça s'est passé dans tous les quartiers à Douala. Donc, on connaissait, on savait qu'à Si Cacao, il y a telle personne, c'est le fort de là-bas. À l'Omnisport, c'est elle. À Deido, c'était. Il y avait Bosco, là, ici, à New Bell, dont on parlait, qui était... Bosco d'ABC. Oui, d'ABC, qui était connu, qui était réputé. Donc, c'était connu. Mais c'était propre. J'allais dire propre, c'est-à-dire qu'on n'utilisait pas les machettes, machin, non. C'était le gars, il était fort. Et donc, ils disaient, allez me montrer qui vous a fait ça. Et ça créait la bagarre générale. Et les gens,
Et ils bagarraient, les gens, et chacun rentrait dans son quartier. On disait, ah non, on a gagné, non, on vous a gagné. Donc ça se commentait dans le quartier. Ça s'est développé d'année en année pour muter, n'est-ce pas, avec des jeunes qui ont développé la délinquance du fait de leur situation. Dans les quartiers comme, peut-être on ne va pas stigmatiser ces quartiers-là, mais il y a des quartiers justement qui aujourd'hui, malheureusement, sont marqués. Et ça aussi, c'est un problème, parce que le fait de marquer des quartiers comme des quartiers de délinquants, absolument, ça augmente la délinquance dans ces quartiers. Il faut que les gens comprennent ça. Je pense que les sociologues doivent bien comprendre. Donc, le fait de marquer des gens comme étant délinquants, ça développe, ça augmente en eux, n'est-ce pas, la psychologique. Bien sûr. C'est une sorte de refoulement. Mais c'est ça, voilà. Ils veulent l'exprimer à la fin. C'est-à-dire, vous dites que nous sommes délinquants. C'est pour ça que les gens à New-Bel, ils s'empressent de vous dire, je suis de New-Bel. Si vous provoquez un gars, même si vous êtes à Paris, vous rencontrez un gars de New-Bel, il s'empresse de vous dire, il est très fier. Pour vous dire qu'il peut vous faire du mal. En fait, pour vous dire qu'il peut vous faire du mal, il ne vous dit pas que je peux te faire du mal, il vous dit, je suis un gars de New-Bel. Ça suffit pour démontrer. Voilà. Un peu. Donc, pourquoi il le dit? Parce qu'il est né, il a grandi, il a entendu dire que son quartier est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, en fait, c'est ça qui s'est développé dans certains quartiers. Les gens ont commencé à faire des défis. On nous attaque, nous aussi on va attaquer. Et il se trouve que quand les gens partent d'un quartier avec des couteaux pour aller attaquer les autres là-bas avec des gourdins, ils réalisent que c'est possible de partir d'un quartier avec des couteaux en main et d'aller attaquer les gens à 2 km, 3 km. Et du coup, ça a donné des idées aux gens qui, en dehors d'aller rendre la pièce, la monnaie aux gens de l'autre côté là-bas, on peut utiliser ça pour se faire de l'argent. D'accord. Et souvent, parce que nous sommes en train de travailler là-dessus, j'en parle aujourd'hui parce que nous sommes en train de travailler là-dessus, nous sommes en train d'enquêter, quand je dis nous, un monde à venir, nous sommes en train d'enquêter là-dessus aujourd'hui. Depuis quelque temps, on travaille là-dessus pour comprendre ce phénomène. Je me suis retrouvé un jour dans un quartier, je peux le dire, à Bilongue. Ce n'est pas des brigands, hein, parce que après, c'est pas... Je me suis retrouvé un jour dans une médiation entre des jeunes qui avaient commis des bagarres et tout ça, et on a discuté. Vous réalisez que... Et je vais vous dire, et ça, ce serait bien pour les universitaires d'enquêter, vous allez être surpris que parmi ces gars-là, il y a des diplômés. Ah oui, il y a des diplômés, mais qui sont violents. Qui sont violents. Et comme il a dit, du fait que leur famille, eux, ils ont eu des diplômes, ils n'ont pas d'emploi depuis ils sont dans la débrouillardise. Du coup, ils ont développé la violence du fait même que les parents se sont battus pour qu'ils aillent à l'école, mais pour eux, ça n'a presque servi à rien. Et donc, ils se retrouvent au quartier en train de jouer aux cartes, à fumer du chanvre, ainsi de suite. Et donc, de temps en temps, quand ils ont l'occasion de refouler, n'est-ce pas, cet état de violence qui les habite chez des gens, ils le font. Donc, c'est pour dire que le fait que il s'est développé ces retours, ça favorise aujourd'hui la prolifération des microbes. Donc, des gens qui se disent, mais on ne va pas seulement attendre qu'on nous provoque pour prendre les machettes et aller faire le retour. On va anticiper. Non, non, on peut utiliser ça pour nous faire de l'argent. Donc, ils partent d'ici, ils commencent à marcher pour aller, comme s'ils allaient rendre visite à leurs amis là-bas. Et en passant, ils arrachent les porte-monnaies et ils s'en vont. Et quand ils l'ont fait une fois, ils l'ont fait 2 fois, eh bien, ils sont là, ils sont fiers, voilà, ils en parlent au quartier. Ça donne des idées à d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Le phénomène prend encore. Voilà, il n'y a plus qu'un seul secteur où vous allez avoir le phénomène des microbes. C'est en train de se déporter dans plusieurs quartiers de la ville. Patrick Rifoué, peut-on interroger les responsabilités? Je vais dire que avec Maurice, on a parlé de promiscuité, de pauvreté, on parle de sous-scolarisation, on parle de manque d'encadrement de ces jeunes-là. Manque de structure d'encadrement. Peut-on donc interroger les responsabilités des différents acteurs? Je veux dire que les gouvernants n'ont-ils pas suffisamment mis l'accent dans le développement de ces zones, dans l'offre d'emploi à ces jeunes? Que peut-on dire dans ce volet-là? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord compléter le tableau qui vient d'être dressé par les 2 précédents intervenants.
Il y a deux choses auxquelles la situation que nous vivons à Douala, il y a deux choses auxquelles cette situation nous renvoie. Il y a le sentiment d'insécurité et il y a l'insécurité. L'insécurité, effectivement, c'est les violences que nous subissons ou que des proches de nous subissent. Et le sentiment d'insécurité, c'est la représentation qu'on a d'être en sécurité ou pas lorsque nous nous retrouvons dans certains lieux. C'est justement pour ça que certains disent je viens de Newbel, parce que Newbel a la réputation d'être un quartier insécure. Mais ça ne signifie pas que tous les Doualais qui sont passés par Newbel aient été agressés là-bas. Non, la grande majorité des Doualais qui traversent le quartier de Newbel n'ont jamais fait l'expérience d'une situation désagréable, n'ont jamais été victimes d'un délit ou d'un crime dans ce lieu. Mais ce lieu a une réputation. Et cette réputation peut impliquer un sentiment d'insécurité pour certains. Et c'est pour ça que vous verrez que dans un certain nombre de représentations diplomatiques dans la ville de Douala, on interdit aux expatriés d'aller dans ce quartier-là. Moi, j'ai enseigné dans un établissement du secondaire de la ville et mes élèves n'avaient pas le droit de se retrouver à Newbel. Donc, c'était des prescriptions claires. Mais ça ne signifie pas que s'ils se retrouvaient à Newbel, ils allaient être victimes d'agression ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut savoir que le Cameroun est dans une situation où nous faisons face à 3 crises sécuritaires. On a le Nozo, on en a parlé tout à l'heure, vous avez Boko Haram, et puis vous avez l'insécurité sur la frontière orientale. Ces 3 crises sécuritaires entraînent des déplacements de population. Ces populations-là se retrouvent souvent dans des villes comme Douala ou Yaoundé, en grande majorité. Et effectivement, lorsque ces populations-là se retrouvent dans les villes comme Yaoundé et Douala, vous pensez bien qu'elles ne vont pas résider à Bonapriso ou à Bonamoussadi. Elles vont se retrouver dans des quartiers comme, dans des arrondissements comme Douala 2e. Elles vont se retrouver dans des arrondissements comme Douala 4e, en grande majorité. Et il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut observer, c'est que aujourd'hui, pour ceux qui étudient la population, les évolutions de la population dans la ville de Douala, il y a un remplacement qui est en train d'avoir lieu, notamment à Newbel. C'est-à-dire que les populations qui y ont été installées historiquement sont en train de déménager pour se retrouver majoritairement à Douala 5e, et elles sont remplacées par des populations qui viennent souvent de Centrafrique ou du Nord, c'est-à-dire les populations qui ont fui les situations d'insécurité. Ou même du Nigeria voisin. Ou du Nigeria. Ce sont les fruits des enquêtes. Ou du Nigeria voisin. Oui, c'est un constat. Hein. C'est-à-dire que les historiques de Newbel sont en train de partir de Newbel. Ils abandonnent leur maison, qu'ils ne louent même pas souvent. C'est-à-dire qu'on laisse des individus qui n'ont pas les moyens de payer. Comme on dit, vous allez garder la maison. Et garder la maison, ça signifie que vous l'occupez pendant un temps. Donc, on a cette situation-là. Et bon, ces personnes qui arrivent, souvent n'ont pas de situation. Peut-être qu'elles ont fait la moto au nord où un certain nombre de règles n'existent pas parce que c'est la route à perte, c'est la circulation à perte de vue. Il n'y a pas de règles. Donc, quand elles se retrouvent à Douala et qu'elles se mettent à faire la moto, comment elles fonctionnent? Elles fonctionnent en bande. C'est-à-dire que ce sont des individus qui vont avoir 2 et 3 amis. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'il va y avoir une altercation, bon, elle va ramener du monde. C'est-à-dire que ces 2 ou 3 amis vont arriver et il est possible qu'il y ait une émeute. Moi, en arrivant tout à l'heure sur ce plateau, je suis passé à côté d'une situation similaire. À Koto. Parce que vous aviez justement des benskineurs. Pour le dire que ce soir, c'était animé là-bas tout à l'heure. Voilà, des benskineurs qui voulaient incendier un compacteur parce que ce compacteur avait écrasé une moto. Mais simplement parce que ces individus estiment que par la force de leur nombre, elles peuvent imposer un ordre aux autres citoyens. Je dis ça pour indiquer simplement que les personnes qui se livrent à ces situations, ce qu'on appelle le retour, ne sont pas nécessairement des personnes désœuvrées. Venons aux responsabilités. Voilà, ne sont pas nécessairement des personnes désœuvrées parce que les benskineurs qui s'y livrent majoritairement
ce sont des gens qui ont Je veux dire un qu'à emploi. l'origine aussi, on ne va pas Voilà. faire le bain skin alors qu'on a on a des offres alléchantes non plus. Hein. Non, mais écoutez, moi, je connais des gens dans la ville de Douala qui ont refusé un emploi salarié pour faire le bain skin. Oui, J'en mais connais même qui ont vendu leur taxi pour plutôt faire la moto. Donc, ce sont des choix. Il y a des gens qui sont dans des situations d'attente, ça, il faut le concéder. Mais tous ceux qui font la moto ne considèrent pas que Vous êtes ce certain que vous ne citez pas les exceptions dans la Non, dans la non, règle. non, non. Ce sont des cas qui Oui, existent. mais je veux dire que 1 sur... Oui, c'est ça. Non, un, ce deux, n'est pas trois. un sur. Ce n'est pas un 1000 sur. sur 25 000, 25 heures, je donne des chiffres comme ça. Oui, mais si vous êtes, prenons un cas, si vous êtes menuisier et que vous abandonnez votre métier, qui est un métier hautement qualifié, pour choisir de faire le bain skin, qui est un métier peu qualifié, avec peu de barrières à l'entrée. Vous en je ne connaissez pense beaucoup pas. comme ça Oui, j'en connais. Qui ont laissé la menuiserie. Non, Si, parce si, que si. c'est plus rentable. Simplement parce que la Ah, menuiserie n'est plus mais rentable. si c'est plus rentable, si ça, justement, Parce qu'ils aiment le Benzic. Philippe, D'accord. si c'est plus rentable, ça signifie que ce n'est pas un métier d'attente, c'est-à-dire que c'est un choix calculé. Parce qu'en même Plus temps, rentable, plus rentable, en même c'est temps, pas non plus que en même c'est temps, les enquêtes montrent bien que le rentable. profil général des gars qui font, du moins de ceux qui font la moto-taxi, c'est pas forcément ceux qui ont eu d'autres possibilités ou de meilleures possibilités, de meilleures offres. Et qui les ont laissés pour faire le choix. Parce que je connais, moi, un enseignant de lycée qui fait du benzikin. Je connais un cadre de jeunesse et sport, je connais de jeunesse et animation qui fait du benzikin. Donc, dans ses heures perdues, il a sa moto. Oui, mais- C'est pas parce qu'il veut, c'est parce que le salaire qu'il a en tant qu'enseignant du lycée, ça ne donne pas grand-chose. Et donc, il a acheté sa moto, et donc, à des heures perdues, il fait son benzikin. Bon, ça, c'est Ça n'a parce, rien à voir, c'est parce qu'il estime que son Et il y a salaire... beaucoup de salariés comme ça qui ont des Alors, vrais salaires, venons-en aux vraiment. responsabilités. Et puis, c'est lui, en un oui, mot. c'est lui qui Vraiment, estime en un que, mot. c'est lui qui estime que son salaire est insuffisant. Donc, c'était simplement pour indiquer que, ceux qui se livrent aux violences en bande ne sont pas nécessairement des désœuvrés. Maintenant, pour ce qui est des responsabilités, vous avez des responsabilités à plusieurs niveaux. L'organisation de la ville de Douala est une organisation particulière. Les sociologues ont théorisé ça, les sociologues d'une école qu'on appelle l'école de Chicago ont théorisé ça en considérant simplement que dans les processus d'immigration, les gens qui arrivent ont tendance à aller retrouver des gens qui leur sont proches ethniquement et culturellement. Donc, par exemple, aux États-Unis, dans la ville de Chicago, qu'ils avaient étudié, ils montraient que lorsque vous étiez un Italien, quand vous arriviez à Chicago, vous alliez vers les Italiens, dans les et quartiers vous exercez les métiers des Italiens. que les Et effectivement, Italiens. Ouais, vous étiez tenté d'exercer les métiers que les autres qui vous avaient précédé exercent. Quand vous étiez un Irlandais, vous vous retrouviez dans les quartiers des Irlandais et l'insertion professionnelle se faisait ainsi. Il me semble que c'est un modèle qui se retrouve Ouais, ça peu tient. ou prou dans la ville de Douala. Ça tient. Et donc, vous allez voir que quand on Vous parle allez de voir moi- que tous les biafrais sont à la casse. voilà, tous les biafrais sont à la Voilà, casse. quoi, il y a bâti- Ceux qui font la moto viennent pratiquement parler la même langue, ainsi de suite. Donc, ça crée des situations qui sont des situations peu contrôlables. D'accord. Parce que vous avez des gens qui ne sont pas vraiment insérés parce qu'ils vivent en fait en communauté, ils sont dans la ville, mais ils vivent au sein de leur communauté, ils ne sont pas sortis de cette communauté-là. Il n'y a pas un travail d'intégration. Donc, il y a la manière dont on arrive en ville et dont on s'intègre. Maintenant, à un second niveau, effectivement, il y a un certain nombre de structures d'encadrement qui pourraient accompagner ces personnes qui se déplacent et qui arrivent dans la ville. Mais ces structures-là sont du ressort généralement de la municipalité. Donc, c'est aux municipalités de mieux jouer leur rôle. Je crois que le MINJEC a également un rôle à jouer dans le cadre de ce qu'on appelle des centres de jeunesse et d'animation. Et puis, bon, il y a la réponse pénale. Parce que lorsque vous avez des actes délictuels, pardon? Nous sommes encore aux responsabilités. Oui. Lorsque vous avez des actes délictuels qui sont posés, il faut bien entendu que Les le magistrats gouvernement... font leur boulot. Non, la police d'abord, et puis Ben, il faut effectivement que saluer le quand corps même ça, je judiciaire... le dis, c'est pas tous les jours, il faut saluer le travail de la gendarmerie ces dernières semaines. Parce qu'ils sont véritablement, nos équipes suivent tout cela, Jules et Paul et les autres. Ils sont en train de démanteler quand même depuis 48 heures, 72 heures, ces jeunes, du moins c'est présumé, hein. On nous Oh, présente. oui, je ne sais pas si c'est ça. Dans tous les cas, on y reviendra.
Bon, je sais pas. on en parle. Oui, si vous avez c'est des ça, éléments. oui. Peut-être avant que Oui, nous prenions non, la parole. vas-y. Je veux dire, il faut faire attention à des solutions cosmétiques sur une situation qui, à mon sens, a ses racines plus profondes. Je veux dire que on ne peut pas se limiter juste à prendre des jeunes, quelques jeunes, et les exposer, et ce qui est déjà mauvais en soi. C'est-à-dire que prendre des jeunes et dire voici ceux qui sont coupables, voici c'est eux qui sont rendus. Non. Mais la question On ne c'est dit pas qu'ils sont coupables, présumés, parce que les autorités les renvoient chez le procureur voilà les pour les microbes, investigations. nous les avons nécessaires. arrêtés. Ceux qui voient la télé ne voient pas qu'ils sont présumés. Dans tous les cas, nous, on les préserve. Hein. Les Non, microbes, les voici. Les microbes, les non, voici. on prend le nous soin. les avons arrêtés. Nous avons sorti les microbes. C'est fini. Tout est On prend correct. le Tout soin est de correct. s'assurer que l'image de ceux qu'on présente. Le phénomène dans de ce cas, microbes est, n'est comme pas son nom l'indique, il doit être traité au plan prophylactique, comme il doit être traité au plan curatif. Préventif. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'au plan préventif ou prophylactique, c'est essayer de, par exemple, de se rendre compte qu'à l'évidence, ces jeunes ont un message qu'ils portent. C'est le message de leur situation économique qui n'est pas bon. C'est le message de ce qu'ils n'ont pas les structures appropriées pour cela. Et dans ce cas, on passerait par exemple par ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire qu'on crée des structures appropriées par lesquelles, une fois que ces jeunes sont pris, qu'ils puissent se reformer, se reformater avant de réintégrer la société. Parce qu'une fois relâchés, ou alors comme ils sont là, on va les présenter, on va les relâcher, ils vont se réorganiser, retomber dans les mêmes travers et le même phénomène va recommencer. Le fait de la gendarmerie et toutes les forces de l'ordre pratiquent d'une solution curative qui consiste tout simplement à, au moins pour l'instant, à ramener la sécurité qui est ici fortement compromise par les actes de ces jeunes-là. Donc, il faut faire attention à penser que c'est la solution, elle est comme ça. En tous les cas, on ne va pas les relâcher s'ils sont coupables. Ils ne vont pas à l'école. S'ils ne vont pas à l'école, effectivement, ils ne peuvent devenir que des microbes. Il faut donc trouver des moyens pour qu'ils aillent à l'école. Pourquoi ne vont-ils pas à l'école? Probablement parce qu'ils n'ont pas des moyens d'aller à l'école, ou parce que ces écoles n'existent pas ou ne sont pas suffisantes. C'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Alors, il faut trouver les moyens, pas de donner l'emploi, puisque l'emploi ne se donne pas, il faut les inciter par des méthodes appropriées à ceux qui retrouvent l'emploi. Hilaire, quelle appréciation faites-vous justement de la, je ne vais pas dire la riposte, de la façon dont les autorités gèrent ce phénomène? On l'a dit, c'est un phénomène historique, c'est un phénomène qui n'est pas propre au Cameroun. Bon, Patrick n'a pas forcément répondu à la question sur les responsabilités, même si vous pouvez également... Apparemment, il occulte, il ne voudrait pas... même si vous pourriez en dire un mot, mais la question de fond est de savoir l'appréciation que vous en faites. Non, c'est un problème extrêmement délicat. Je pense qu'ils ont dressé un peu là l'état psychologique et l'ambiance dans laquelle les populations sont en mouvement dans une ville comme. Je commencerai d'abord par dire que pour nous qui sommes des politiques, il n'y a pas une ville... Habituellement, nous disons une ville qui a ses caractéristiques propres. Elle peut avoir ses particularités, mais les problèmes qui se posent dans l'ensemble sont généralement toujours des problèmes qui sont à la taille de la ville et parfois à la géographie de la ville. Une ville comme Douala, c'est une ville essentiellement économique qui a dossé sur un port et qui a donc subi tout son développement. Quand on prend le mouvement aussi pas très lointain, si on prend le mouvement de la démographie de 76, c'est des chiffres qui sont un peu plus actualisés par rapport aujourd'hui 2020, on peut suivre l'évolution. C'est une ville qui avait moins d'1 million d'habitants dans cette période-là, qui aujourd'hui se situe autour de 4 millions. Alors quand tu dis responsabilité, est-ce que la responsabilité de ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, c'est de donner le vrai chiffre? Parce que est-ce qu'on est 3 millions, est-ce qu'on est 4 millions, est-ce qu'on est 500 000? Là est tout le problème. Déjà là, il y a déjà une grosse responsabilité politique. Ensuite, maintenant, c'est de voir l'adaptation de tous les moyens produits par la ville et la réponse qu'on apporte à tous ceux qui arrivent. Moi, je me souviens, il y a à peu près 2-3 ans, les statistiques de la Banque mondiale, l'étude qu'elle avait commandée à l'époque, laissaient entendre qu'il y avait à peu près 10 000 personnes qui s'installaient par mois
dans la ville de Douala. C'était avant le phénomène du nozo. 10 000 personnes qui s'installaient. Ce qui donnait une multiplication du besoin de logement qui se situe autour d'à peu près 500 000. En fait, c'était l'étude, c'était de savoir quel était le besoin en logement qu'il fallait produire pour répondre. Et c'était une étude de la Banque mondiale, donc on avait versé ça au niveau de la communauté urbaine. Donc c'était assez délicat et face à ça également, je prendrais comme ça par petits bouts, parce que le temps est très court pour aller, c'est la réponse sécuritaire. Et je pense que tout à l'heure, Patrick l'a bien dit. Quel est l'effectif de la police pour pouvoir maîtriser la sécurité et être dans l'ambiance? Question de sécurité, on ne va pas répondre évidemment. Parce que là, si on soulève ça, il va encore rentrer. Parce que quand on est dans un quartier difficile, quand on appelle, quand on dit que vous êtes agressé, on dit, moi, ils sont armés, ils sont combien? Non, c'est pour dire que non, on n'a pas l'effectif adéquat. Je pense que, et là, je suis tout à fait d'accord avec lui, il faut éviter les réponses cosmétiques. Parce que quand le phénomène du microbe est parti, j'ai vu la sortie houleuse du gouverneur. C'était musclé. Mais avait-il les moyens de pouvoir répondre? Et le milieu carcéral en lui-même, où on met les gens, est-ce que c'est adapté? Est-ce qu'on peut encore mettre? Quand vous allez le vendredi, le problème du procureur, c'est de savoir il faut éviter au maximum de saturer la seule prison qui reste. Vous voyez que les problèmes sont très complexes. C'est-à-dire, de l'autre côté, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'effectif, on n'a pas la prison adaptée, première chose. Ensuite, le milieu carcéral, le milieu judiciaire, est-ce qu'on a suffisamment de juges pour pouvoir adresser le problème et tout qu'on sort? Troisième problème, est-ce que les centres de santé, comme disait un peu Philippe Nanga, je pense que la date le centre de santé, le centre d'intégration de Omnisport, c'est le seul centre qui existe dans la ville. Voilà. C'est le seul qui existe dans la ville. Il est devenu multifonctionnel. Non, disons qu'il a appelé le centre de jeunesse et d'animation, c'était à l'époque, maintenant ça s'appelle CMPJ, donc centre multifonctionnel. Voilà. Donc oui, mais là il y en a à la Cité, il y en a à Nubel, il y en a à Bonamoussati. Il y en a Omnisport, en fait, c'est un débat parce qu'en réalité, la particularité de la maison de jeunes de l'Omnisport, c'est que c'est dans le cadre d'un programme Monjas que ça a été construit. À un moment donné, le ministère de la Jeunesse a voulu récupérer, mais quelqu'un a rappelé que, attention, c'est une maison qui a été construite, parce que c'est nous qui avons construit cette maison. Quand nous, j'étais dans le Monjas à ce moment-là, et c'était financé par la coopération française, donc ce n'était pas destiné à être utilisé par le ministère de la Jeunesse. Donc, du coup, dans la vie, il y en a très peu de CMPJ, effectivement, qui à l'époque étaient des structures qui avaient été créées. C'était justement le premier, c'était à Nubel. Et c'est là où il y avait le plus grand club de boxe à l'époque. Comment on l'appelait? Là, derrière à côté de la mairie. Donc, c'est là-bas que beaucoup de boxeurs sont sortis de là. Voilà, c'était là-bas. Bien sûr. Donc, vous voyez que c'est un problème extrêmement complexe dans l'adéquation entre les moyens et effectivement la manière de répondre à toutes ces questions qui se posent dans une ville cosmopolite qui puisse être. La ville dégage suffisamment de moyens. Est-ce que la répartition est tout à fait juste? Là, on peut faire le débat. Je ne vais pas rentrer là-dessus pour dire que... La ville dégage suffisamment de moyens? Oui, la ville dégage suffisamment de moyens. Les centimes additionnels communaux collectés par la ville de Douala sur l'ensemble du territoire national reversés au niveau du FECOM, Douala se situe, est très loin. Elle est fait à peu près 60%. Donc, mais combien on reverse dans la ville pour pouvoir entretenir? Là, c'est tout le débat. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je rentre là-dedans, vous allez dire, oh, cause y bon. Donc, vous voyez que ces problèmes sont tellement complexes que... Et puis, le dernier problème, c'est que c'est les valeurs de réussite. Aujourd'hui, le modèle de réussite au Cameroun, c'est la voiture, c'est la villa, c'est la maison. On ne se pose pas la question de savoir trop bien comment on fait pour réussir. On a vu des autorités ici célébrer les Feynman qui sont venus. Alors, lorsqu'un jeune est dans un sous-quartier et qu'il trouve que le modèle de réussite, c'est les moyens, il se fiche de comment il fait pour avoir les moyens. Et là, on a ce phénomène-là. Et là, il s'est accroché maintenant dans ce phénomène-là, complètement la prostitution dans notre ville. Et ça peut être aussi un autre débat. Et enfin, naturellement, c'est la volonté politique de tout cela. Parce que, voyez-vous, on écoute très peu ceux qui sont des spécialistes en la matière pour pouvoir résoudre les problèmes. C'est ça la difficulté dans notre pays. Lorsque vous avez un domaine comme ça, il faut convoquer un sociologue, un psychanalyste, je ne sais pas moi, un philosophe et tout et consort. C'est eux qui produisent en fait les éléments qui nous permettent de structurer. À partir du moment où l'autorité devient lui-même le penseur, ça devient très complexe. D'accord. Et ça devient très complexe parce que là, lui, il pense qu'une fois qu'il est installé, une fois qu'il a dit, c'est la cour
machin. On a des universités qu'on n'arrive pas à produire. Et puis, il y a ceux même qui encensent plus ou moins le gouvernement sans ne pas parfois donner du contenu dans ce qu'ils font. Donc, vous voyez que les relations c'est transversal et les problèmes sont extrêmement difficiles. Mais la meilleure manière de pouvoir appréhender, c'est qu'on s'adresse généralement dans ce genre de phénomène à ceux qui ont pris un peu de leur temps ou ceux qui font de la spécialisation dans ce sens-là pour pouvoir se projeter. Et c'est là d'où toute la difficulté. Donc ça ne va pas du jour au lendemain cesser. Complètement aujourd'hui au marché central, plus personne n'y va. Parce qu'à un moment, ils font irruption complètement dans ce marché, au moment où ils veulent, quand ils veulent. Ils ferment le marché, ils sécurisent, ils dépouillent tout le monde. Et c'est récurrent. Et tout le monde sait. Tout le monde voit tous les éléments, la manière où on les alimente. Tout le monde indique, même ils savent même très bien parfois où ils sont. On ne fait rien. Et parfois, quand on arrête un grand nombre, tu arrives au tribunal, on dit on va les mettre où? Le procureur dit moi je vais les mettre où? Et là, il extirpe parfois les plus grands leaders et il relâche les autres complètement. Et comme il dit, comme le phénomène est fait qu'on n'a pas pris un système d'entonnoir pour les aspirer et les retransformer, c'est difficile. Et là, le débat peut s'installer. Est-ce que c'est l'instruction, c'est le diplôme qui fait l'insertion, ou est-ce que c'est la connaissance de la société qui peut l'entendre? On peut faire le débat là-dedans. Justement, c'est très complexe. Comment juguler le phénomène? Je veux dire, à défaut de l'éradiquer, si tant il est qu'on pourrait le faire, comment est-ce qu'on en sort? Non, je crois que nous avons tous dit que c'était un phénomène mondial. Absolument. Ça se passe dans tous les pays. Mais sauf que dans les pays, on a pris des dispositions justement pour juguler, pour qu'est-ce qu'on fait nous ici au Cameroun, à Douala? Avant d'y aller, le phénomène n'est qu'à Douala? Non, même à Yaoundé. À Yaoundé, ça a commencé. Yaoundé, ça a commencé, mais il n'est pas de cette amplitude. Parce qu'en fait, comme je disais un peu, plus ou moins, les segments des quartiers de Yaoundé sont suffisamment spécifiques. Il y a des quartiers où pratiquement pas et les gens n'y vont pas. Parce que, bon, les gens sont complètement... Et je pense que tout ce phénomène-là est dû au fait qu'il a bien dit. Et un enfant, je ne sais pas si c'est vous qui avez dit, un enfant qui est bien instruit ou qui est bien formé, qui a reçu l'instruction, a de fortes chances de ne pas se verser dans cela. Mais de l'autre côté, si la société n'arrive pas à l'absorber, dans ce cas-là, ça rejoint un peu ce que Philippe Nanga disait. Alors, il y a des gens qui sont complètement bien formés, faute de pouvoir avoir une insertion dans une société, on a du mal parfois à se projeter, donc par conséquent on devient violent vis-à-vis de cette société-là. Je pense que le problème se situe dans la répartition réelle de la richesse et la capacité à pouvoir insérer. Les besoins dans la ville de Douala sont tellement énormes pour que si les municipalités, et là je pense que c'est Patrick l'a si bien dit, les municipalités mettent des moyens pour des projets sociaux, on peut trouver. Je prends un cas très simple, ne serait-ce que l'habitation. Dans le secteur de logement, il y a un besoin fou. Mais quel est le rythme de construction? À partir du moment où tous ceux qui ont un peu d'argent font des immeubles et les louent à des prix très chers. Donc vous voyez, c'est un problème complexe dans lequel c'est la volonté politique qui anime en prenant en considération les experts qui peuvent vous produire des rapports les permettant de prendre les bonnes décisions. Comment on en sort justement? Déjà, il faut dire que c'est un phénomène urbain. Donc vous n'allez pas voir ça beaucoup à Bafoussam ou à Bafan, tout ça. C'est dans les grandes villes qu'on retrouve ce genre de phénomène. Maintenant, si on s'en tient aux expériences d'ailleurs, parce qu'ailleurs, ils prennent des dispositions, généralement, on s'appuie sur des structures d'encadrement et de prévention même. Et les structures de prévention, les structures d'encadrement et les structures de réinsertion qui existent dans les quartiers, et les collectivités locales décentralisées sont mises en contribution, mais il y a aussi l'État lui-même qui s'implique, qui s'investit. Les associations sont mises en contribution parce que ce sont les associations qui font le travail de proximité. En France, par exemple, vous allez avoir une spécialité qu'on appelle la prévention spécialisée. Ce sont des agents de développement social qui sont formés pour travailler là-dessus, sur la prévention spécialisée. Donc, dans les quartiers, ils vont dans les quartiers, ils se baladent, ils s'identifient. Donc, ces jeunes qui ne font rien, et on les suit. Et il y a des associations qui existent pour accompagner ces jeunes-là, pour les prendre comme des bénévoles, comme des volontaires, etc. En fait, elles en occupent. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a des associations de soutien scolaire qui existent, donc, mais qui sont soutenues par le gouvernement, pour identifier donc, des enfants dont les parents n'ont pas les moyens d'envoyer à l'école. Et donc, eux, ils vont être récupérés pour bénéficier d'un soutien scolaire en termes d'accompagnement, renforcement de l'école et même financement de leur école.
Ce sont des moyens qu'on met en place pour prévenir ce genre de phénomène. Maintenant, il faut qu'il y ait des structures d'animation. Ces structures d'animation, c'est des structures de sport, de culture, qui sont, n'est-ce pas, mis en place dans les quartiers et qui permettent à ces jeunes-là d'avoir autre chose à faire que d'avoir envie de se défouler par la violence. Donc, ils ont d'autres... C'est un autre espace qui leur est offert pour refouler leur état de violence. Et ça se fait à travers le sport, ça peut se faire à travers la culture. Et donc, vous avez souvent, ailleurs, ce qu'on voit, ces centres d'animation de proximité produisent même des talents. Vous allez voir quelqu'un qui était dans la drogue, qu'on va récupérer, qui va commencer à faire du sport et qui va devenir un très grand boxeur. Aux États-Unis, on voit beaucoup de grands boxeurs. Ils étaient dans ces centres, n'est-ce pas, d'encadrement des jeunes. Je n'en ai un sableur qui est devenu champion mondial. Voilà, par exemple. Donc, là, il n'était pas encadré. Donc, je pense que il est temps. Alors, la ville de Douala est en train de prendre l'ampleur. Elle s'agrandit et il n'y a aucune anticipation. Parce que moi, les politiques à Douala, je ne sais pas comment ils ne voient pas ça. Et tu me Vous ne pouvez pas voir, mais bien sûr, parce que c'est les politiques. Je ne comprends pas. Non seulement les politiques, mais il est un conseiller municipal. Donc c'est bien nous. Je ne comprends pas qu'on voit une ville qui ne fait que s'étendre. On ne réfléchit pas au fait qu'une ville, à un moment donné, il faut bien qu'on s'arrête. Bien sûr. D'accord? Douala va retrouver Edea bientôt. Ouais. C'est pas possible. Il faut anticiper. Anticiper comment? À quoi est là? C'est vide. Je disais, à quoi c'est vide? Les gens ne font que s'étendre. Oh. Aujourd'hui, il y a l'urbanisation anarchique. Nous, quand on a grandi à Douala, on savait que si vous voulez vous amuser, vous venez à quoi? Même si vous êtes n'importe où. Aujourd'hui, vous allez à Bonamoussadi, Makepe, partout il y a les boîtes, les snacks, c'est partout. Il n'y a plus les lieux pour les snacks, les lieux pour, comment on appelle ça, les habitations. Non, ça n'existe plus à Douala. Maintenant, on fait les bars partout. Comment il y a un nouveau phénomène là Donc la ville a perdu sa fonction. Oui, mais c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un problème d'urbanisation qui favorise aussi la promiscuité et qui développe un certain nombre de comportements. On fait le commerce partout à Douala. C'est incroyable. Moi, je ne connais pas une ville comme ça. Je ne connais pas une ville. Toutes les rues. Même en Afrique où j'y vais souvent, vous arrivez dans une ville à Dakar, on va vous dire non, si vous voulez acheter des choses, allez dans tel quartier. Mais à qui la faute? Moi, j'ai envie de me poser la question. Mais c'est les politiques, évidemment. Ce n'est pas les individus, c'est les politiques. Une ville doit être pensée. Je voulais rajouter quelque chose. Et d'ailleurs, ça donne plus de parole. Une ville doit être pensée. Nous avons fait un travail avec des jeunes à Douala Premier, où on a mis en place un conseil municipal jeune. Les jeunes ont travaillé, ont eux-mêmes identifié leurs problèmes et ont suggéré des propositions. Tout à fait. Les propositions qui revenaient, c'était de mettre en place des structures d'encadrement des jeunes. Bien sûr. Pour limiter la prostitution et la délinquance. Jusqu'à présent, à Douala Premier, il n'y a rien. Alors comment vous voulez que les jeunes Maurice, se puis Oui, très rapidement, je voulais juste intervenir sur un aspect purement méthodologique. Je veux dire que pour ce problème, il faut d'abord commencer par identifier les besoins de cette jeunesse qui se livre à ce genre de comportement. Tout commence par une identification des besoins. Une fois que les besoins seront identifiés, en ce moment, on peut envisager d'apporter des solutions à ces problèmes, à ces besoins. Ils ont besoin d'aller à des écoles, ils ont besoin de centres de formation, ils ont besoin des aires, comme il a dit. En ce moment, il faut aller maintenant au niveau des moyens. Quels sont les moyens qu'il faut pour résoudre ces problèmes? Ces moyens, on les prend où? Quels sont les acteurs? Quels sont les acteurs qu'il faut, n'est-ce pas, impliquer à cela? Et c'est là où je rejoins ce qu'il a dit tout à l'heure, à savoir que, en fait, il faut à chaque problème impliquer des spécialistes dans le domaine pour mieux analyser. Cette histoire de notre pays où tout le monde peut intervenir en tout et en toutes choses est, à mon sens, c'est comme les problèmes d'éducation. Vous voyez, c'est tout le monde qui peut parler de l'éducation. C'est vrai que chacun se met quelque sport, part. Pareil, la politique d'ailleurs aussi. Oui, la politique. Moi, jamais vu au la sport. science. C'est tout le monde qui veut intervenir partout. Déjà ici sur le plateau, la banque, le machin. Nous devons discipliner les compétences et orienter les compétences
vers les spécialistes dans sa spécialité et dans son domaine. Le problème des microbes va être résolu lorsqu'on va mettre ensemble, comme les études qu'il est en train de faire. Il a dit c'est passé comme ça sur un plateau de télévision qu'ils sont en train de mener une étude. Après, ils ne seront accompagnés par personne. Bon, s'ils ont des spécialistes, c'est tant mieux qu'ils doivent les accompagner. Et puis, je ressors avec cette histoire d'urbanisation qu'il a évoquée. Oui, l'urbanisation, c'est un phénomène naturel. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, la ville va grandir. On peut peut-être dire, OK, il faut faire comme chez les autres. Les gens ont préféré aller plutôt en hauteur que d'aller sous cette forme. Ça, il faut que, peut-être moins les politiques, les municipalités, c'est les politiques, les municipalités. C'est ça. Vous avez dit qu'il y avait un conseiller parmi nous, c'est ça? Il fait semblant de ne pas comprendre, tu as bien compris. Tu as bien compris. Il a le dit. Il faut donc qu'il porte ce message aujourd'hui. Dire que la ville de Douala est en train d'aller en largeur, c'est dangereux. Ah oui? Il faut tout faire pour qu'elle aille en hauteur, sinon le phénomène des microbes, lui, il est davantage dans des villes comme à Lagos, par exemple. C'est incroyable ce phénomène. Il se passe à tous les coups, à toutes les minutes. Voilà. Alors, non, je veux faire avant qu'il ne prenne la parole, Patrick, s'il te plaît. Je voulais donc indiquer que je pense que quand Philippe Nanga a soulevé le problème, c'est peut-être qu'il n'est pas allé un peu trop en profondeur. La ville de Douala a un plan. Il a eu des plans. Il y a le plan d'Orient qui a été suffisamment célèbre et bien pensé. Mais une fois que ceux qui ont pensé le plan sont partis et que ceux qui pensaient que tout c'est dans leur poche et rien pour la ville se sont installés, elle s'est complètement diffusée. Quand vous prenez la ville de Douala, elle est prévue pour faire en hauteur. Mais vous prenez complètement des routes où les gens ont complètement décapité la route, ont installé complètement des maisons. Le trainway a été pensé par le plan Orient en 1958. Qui devait permettre de desservir de Bonasama jusqu'au centre-ville. Également de la pénétrante du côté de Dibamba jusqu'au centre-ville. Rien n'est fait. Nous sommes en 1958. Elle a été pensée et projetée. Donc, alors quand on a une ville, et c'est ça la difficulté qu'on a, c'est quand on a une ville qui génère en termes de recettes budgétaires, vous prenez les chiffres, le port de Douala, c'est pratiquement, je dis, l'ensemble de la totalité de la douane camerounaise. Sur les 1400 milliards, le port de Douala, c'est dans les 1200 milliards. Vous avez 1200 milliards produits par un port en lui-même, où, je ne veux pas décrire le problème ici, on se lève le matin, on dit les camions ne rentrent pas. Je prends un cas très simple comme ça. Alors, mais tu vois le préfet, monsieur le préfet, est-ce que vous vous en rendez compte de ce que vous venez de faire? 300 camions tous les jours ne rentrent pas. Vous allez les gérer comment à partir de minuit? 350 camions. Vous allez gérer ça comment? Et vous vous en rendez compte que tout est informatisé. Donc tout est bloqué. Bon, rien ne marche. Et les recettes qui sont attendues, au bout de 2-3 jours, on l'appelle, on dit, ah oui, il faut dégager ça parce qu'on attend les recettes. Donc, je pense que c'est ça le problème. C'est que, comme je l'ai dit, je le rappelle, la difficulté dans notre pays, c'est qu'on ne veut pas mettre le spécialiste à sa place. D'accord. C'est ça le problème. Philippe Nanga a fait un travail de fond, et ce qu'il a dit, et là, je voulais le répondre, ces jeunes-là, moi, je les ai suivis depuis au moins 2 mandats. Ils ont adressé la problématique, ils ont été reçus au conseil de Douala premier, en Mondiovision, ils ont présenté leurs problèmes à eux, les jeunes, en disant, voici ce qu'il faut faire. Il s'agissait de faire une délibération du conseil, affecter un budget pour essayer de les permettre de réfléchir. Il y avait des jeunes gens qui voulaient faire de la vocation politique. Alors, une fois qu'on ne fait pas ça, et qu'on pense qu'on est tout de tout, parce qu'on est diplômé d'une école, c'est ça la difficulté. Le problème de notre pays, c'est que vous prenez un fonctionnaire, il ne veut qu'avoir vos plateaux. Vous avez les gens ici qui font le débat sur le sport, débat sur la banque, débat sur l'économie, débat sur la société, débat sur les politiques. Ils ont le logiciel du tout savoir. J'ai envie à vous avant la fin. Je voulais faire des précisions. La première précision, c'est que Philippe Nanga ne doit pas s'inquiéter de ce que Douala finisse par rejoindre EDEA. C'est dans les gènes, on appelle ça la conurbation, le fait que 2 villes finissent par se rencontrer. Ouais. La deuxième chose, c'est que le modèle de la ville spécialisée, c'est un modèle qui a été pensé par un urbaniste français qu'on appelait le Corbusier. Les Français eux-mêmes sont en train de revenir sur ce modèle en considérant qu'en fait, toutes les fonctions doivent être dans chaque espace urbain. C'est-à-dire que chacun des arrondissements doit avoir toutes les fonctionnalités, de sorte que si vous voulez vous amuser, justement, il ne faut pas le quartier. Vous devez pouvoir aller à l'école là où vous habitez, vous soignez là où vous habitez, en plus bref, là où vous habitez, et ainsi de suite. Donc, le problème maintenant, et là je suis d'accord avec lui, c'est, je ne sais pas si la commercialisation de la ville.
Parce que malheureusement, l'insécurité que les gens vivent est liée à ces comportements qui sont des incivilités. C'est-à-dire le fait que on roule en voiture ou en moto sur les le sens trottoirs, contraire, qu'on occupe les chaussées pour faire du commerce, ainsi de suite. Ce sont des incivilités, mais ça renvoie au Qu'un citoyen impact, absolument. le sentiment Merci, d'une ville Patrick. dans laquelle il est en insécurité Sécurité. de manière permanente. Merci. C'est d'autant que ceux qui Merci. sont les auteurs de ces comportements, de ces travestissements-là, sont souvent très agressifs, c'est-à-dire qu'ils n'admettent pas, qu'ils ne respectent pas Merci, les Patrick. règles de Alors, civilité qui sont utiles au fait Hilaire. que nous devions vivre dans On va dans des s'excuser. espaces urbains. Évidemment, les thématiques, les deux autres thématiques sont tellement importantes que j'ai préféré qu'on les épuise bien sûr. et qu'on évoque pas la question du code électoral. Mais je voudrais quand même en un mot, vraiment il nous reste 2 minutes, qu'on revienne là-dessus, sur cette problématique en un mot. On sait qu'il y a une coalition de partis politiques qui se sont concertés ces dernières semaines à travers le Cameroun sur les propositions, je ne sais pas si vous appelez ça refonte, réforme, ce que vous voulez, du code électoral. Un communiqué a été publié aujourd'hui. En ce moment, de quoi est-il question? Avez-vous des propositions fermes? Quel est le schéma que vous donnez pour la suite? Comment ça se passe vraiment en 1 minute? Bien, en 1 minute, ça va être très complexe, mais je vais essayer de faire simple. Il s'est agi que depuis le mois d'avril, 7 formations politiques se sont mises ensemble pour essayer de penser calmement avant les échéances, ce qui est prévu pour le plus court en 2025, la plus proche. Pour la modification du code électoral, parce que plus on va, plus on constate que le code électoral produit beaucoup de difficultés. Les requêtes sont de plus en plus nombreuses et elle va faire source de contentieux extrêmement difficiles. Premier constat. Deuxième, ces partis sont appuyés sur des expériences passées. Ça fait le Cameroun depuis 1992, aujourd'hui ça fait 15 élections. Donc, beaucoup ont produit un certain nombre d'éléments. Et en cela, ces partis ont donc projeté de pouvoir repenser calmement. 2 pistes. La première, c'est d'écrire complètement un code. La deuxième, c'est de faire des propositions pour l'amendement du code électoral. Nous avons essayé de faire le plein de l'œuf des pleins au niveau de l'Assemblée nationale, composé du PCRN, du SIF, de l'UDC, de l'UMS, du MP et bien entendu du PSU. Et merci Voilà. aussi. Ça, c'était pour... Puis, à partie présidentielle, le MRC chapeaute complètement avec tous les éléments conséquents. Donc, D'accord. on a pratiquement tous les chapeaux. On a sollicité donc pour pouvoir faire cet amendement-là. Aujourd'hui, nous avons eu toutes les contributions et le communiqué qu'on a fait l'autre jour est suffisamment clair. Nous sommes en passe aujourd'hui de faire la proposition de l'amendement des modifications en capacité de pouvoir apaiser au lendemain des élections. Premier élément. Et nous en prenons, et ça c'est ce qui est très important, que dans les tuyaux, que dans la session du mois de juin, le gouvernement se propose d'amener aussi sur la table les amendements. Nous disons bravo. Il faudra que le combat, qu'il faudra que les arguments soient arguments contre arguments. Et comme nous savons que les propositions de loi ne passent pas au Cameroun, nous avons dit dans notre communiqué, nous sommes prêts à rencontrer le gouvernement de la République, bien entendu, le Premier ministre et chef du gouvernement, qui est entendu le chef, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, pour qu'ensemble, nous essayons de trouver, d'améliorer ce code, si tant est qu'eux-mêmes ils constatent qu'il y a des manquements à l'intérieur. Merci. Et cela va se faire avant la fin de cette session du mois de juin. Et nous pensons que nous allons voir l'esprit apaisé et chacun peut proposer son programme au Camerounais. Merci Hilaire Zipa, Maurice Somon, merci. Philippe Nanga, merci. Et puis Patrick Rifoué, merci également. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir.